Salut, salut! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Faction Focus qui traitera cette fois des Beasts of Chaos. Et je suis en compagnie de Jérôme. Salut à tous. Donc Jérôme, joueur invétéré Beasts of Chaos depuis maintenant de nombreuses années, encore les figues. On va en parler. Voilà, donc comme d'hab, on va commencer d'abord par une petite intro fluffique, etc. Déjà, ça nous fait super plaisir après cette période un peu rude de pouvoir recommencer à causer de figues, etc. Donc, on va suivre un schéma de vidéo qui va être un petit peu différent d'habitude. Mais par contre, on commence toujours avec la même chose, à savoir un peu d'histoire de Beast of Chaos. Et puis même, tu pourras un peu nous parler carrément de ton armée qui est exceptionnelle. On a un truc à vous dire concernant toutes les bannières, etc. Alors, donc cette armée, effectivement, c'est une très vieille armée, comme vous voyez, avec des vieilles figurines en métal. C'est une armée qui date de Battle, Fantasy Battle. Et c'est l'armée qui a participé au premier choix des armes. Ouais. Le premier article choix des armes qui est paru dans White Dwarf au printemps 98. 1998. On discutait encore en francs à l'époque, donc c'est très vieux. Et donc c'était Arnaud, le manager du Games Workshop de Versailles, qui avait monté cette armée pour cette série d'articles dans le White Dwarf. Et donc Arnaud, si tu nous regardes, gros bisous. Et donc Arnaud, finalement, voilà. Et donc Arnaud finalement un jour a décidé qu'il avait plus le temps de faire du battle, et donc nous a revendu son armée que j'ai récupéré qu'on a acheté avec un groupe d'amis. Et puis, le passage à AOS, il y a eu un petit tournoi, je me suis dit, allez, on y va. Et donc, j'ai resoclé toute l'armée pour AOS, et nos braves Zombettes ont repris du service à ce moment-là. Donc voilà. Donc, quelques étendards absolument magnifiques. D'ailleurs, c'est ça. Du coup, j'en profiterai pour vous mettre un petit visuel. Je pense qu'on fera une vidéo dédiée, tellement moi je suis comme un gamin quand je vois des photos d'une armée que j'ai sous le nez dans un White Dwarf qui... je vais pas dire qu'elle est plus vieux que moi, mais bref. Mais voilà. Donc je trouve ça absolument incroyable. Du coup, on fera une petite vidéo sur ça. Vous inquiétez pas, sur celle-ci, on fera pas spécialement de focus visuel sur cette armée, mais comme elle est absolument splendide, on fera une vidéo dédiée sur ça, et j'incrusterai quelque part, je sais pas trop où, justement la page du White Dwarf en question, où il y a toutes ces bannières. Donc ça, c'était le petit moment nostalgie, émotion, voilà. Donc c'est toujours un kiff de ressortir cette armée en tournoi ou même en jeu, tout simplement. Il y a énormément de choses dedans. Bon, là, c'est vraiment une petite sélection, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur qui sont ces individus tout nus avec des cornes? Ces individus malodorants et variants. Alors, donc les Zombettes, en fait, les Zombettes, c'est un classique de la fantasy. Les Zombettes, ça existe depuis l'Antiquité. On connaît, avec les Grecs, les Romains, faisaient déjà des centaures, des minotaures. Il n'y a qu'à voir ce genre de choses. Des gorgons. Des gorgons, tout à fait. Donc, les Zombettes, c'est le classique, peut-être moins populaire que les orques ou les elfes ou les nains, mais on est à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a perduré, parce qu'en fait, avant, donc, les anciens, quand ils devaient imaginer dans leur monde, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, où à l'époque, la foudre, c'était déjà un événement divin, quand on imaginait une créature justement fantastique, c'était toujours en fait un assemblage improbable d'animaux déjà existants. Donc le centaure, c'est un mélange d'homme et de cheval, les harpies, c'est des femmes avec des ailes d'aigle et des serres d'aigle. Et c'est une tendance qui a duré très longtemps. Donc au Moyen-Âge, une chimère, c'est une tête de dragon, une tête de chèvre, une tête d'aigle. Une manticore, c'est un corps de lion avec une queue de scorpion. Vraiment des assemblages d'animaux différents. Donc on est tout à fait dans le trip Homebet, où on se retrouve avec des mélanges d'animaux. Donc on a des minotaures, on a des... Très humanoïdes, mais avec cet aspect bestial. Donc c'est le gros kiff de se rendre compte que il y a 800 ans, il y avait déjà des gens qui écrivaient du fluff sur les Zombettes, en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose de classique, d'ancien, qui a vraiment des racines assez profondes. Alors, les Zombettes, dans l'ancien monde, dans le vieux monde de fantasy, les Zombettes, en fait, ils étaient originaires en fait du pôle
du vieux monde, là où se trouvait le portail du chaos qui irradiait l'énergie chaotique dans le vieux monde. Et donc, sous cette influence d'énergie chaotique, les hommes, les animaux se sont mélangés, on va dire. On ne sait pas trop comment, mais ils se sont on veut pas savoir d'ailleurs. Voilà, se sont mélangés, et donc ça a généré ces zombettes qui se sont ensuite répandus dans l'intégralité du vieux monde. Dans AOS, c'est beaucoup plus vague. C'est beaucoup plus vague. Alors, il y a des théories qui sont décrites dans le bouquin, et c'est assez intéressant d'ailleurs à lire. Donc, la première théorie nous dit que, je révise un peu dans mes notes, effectivement, il y a cet aspect fusion hommes-animaux qui existe sous l'influence du chaos. Donc, dans les royaumes mortels, à différents endroits, on va se trouver des points d'énergie chaotique qui irradient en fait l'énergie du chaos à différents. Et donc, sous cette influence néfaste, les tribus primitives se mélangent, se fusionnent avec les animaux, et ça résulte dans les zombettes. D'ailleurs, même à l'époque de Battle, on avait plus que l'influence du chaos en général, mais on a aussi l'influence des différents dieux du chaos, justement, qui se traduit depuis bien longtemps, donc même l'époque de Battle, en fait, sur carrément les gammes de figurines, quoi. C'est ça. On n'est pas juste sur de la peinture pour adapter, pour ne pas les nommer Korn, Nurgle, etc. On a vraiment des figues. Donc, tu t'en parlais, les pestigores, les corngors, voilà. les tsangors qui sont arrivés avec AOS, ça n'existait pas dans Battle. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des dégénérations, des perversions des zombettes dans les allégeances chaotiques. Alors après, il y a eu cette première théorie donc, dans Age of Sigmar. Il y a une autre théorie qui dit qu'en fait les zombettes sont les descendants dégénérés d'une créature primordiale qui est vénérée par justement les différentes tribus de zombettes. Donc bon, le père des Gors, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis il y a une autre théorie, je trouve assez sympa en fait, où en fait là on est carrément dans le trash, c'est des civilisations qui se sont corrompues avec des animaux. Ok, ce dont on ne voulait pas... Voilà, sous l'influence, alors... C'est pas écrit de manière aussi claire que ça dans le bouquin, mais enfin moi c'est comme ça que j'ai compris, donc certainement un peu de Slanesh de ce côté-là. Bon, bref. Donc, alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, les zombettes dans le monde, c'est un peu comme les orques, c'est-à-dire que ce sont des tribus sauvages qui vivent aux confins de la civilisation, dans les endroits un peu reculés des royaumes mortels, et qui périodiquement sortent de leur petit raid occasionnel et se rassemblent en grandes ruées, en l'équivalent des grandes wags des peaux vertes, et qui vont aller ravager la civilisation. Donc, c'est ça le pitch en fait, le pitch sur les zombettes. Donc on va dire que les zombettes, c'est pas une race c'est pas une faction qui participe à l'élaboration de l'histoire et de la timeline dans OS. C'est une faction périphérique qui intervient dans des événements qui sont décidés par d'autres. C'est ça. Comme il n'y a pas c'est ça, c'est très polarisé avec pas mal de petites tribus. Par exemple, on a vu avec les Ossiarches. Les Ossiarches, c'est une faction qui participe directement à la timeline et à l'histoire au lore de Age of Sigmar. C'est l'armée de Nagash construite dans un but précis qui va aller faire la guerre. Les zombettes, ils interviennent en périphérie. Et ça se retrouve aussi dans le lore, puisque un des points intéressants avec les zombettes, c'est que ce sont vraiment les représentants du chaos pur. Le chaos universel, on appelle le chaos universel. Et pour un zombette, se dédier à un aspect du chaos, donc Korn, Nurgle, c'est une perversion en fait. Okay. C'est une dégradation. Parce que si je me consacre à Tsench ou à Nurgle, eh ben, je perds cette liberté que m'offre le chaos universel. Et c'est pour ça que un zombette qui va se consacrer à un dieu particulier, il est rejeté, il est méprisé, ça devient une sous-vermine. En fait. Ok, c'est ça. Donc en fait, l'idée, on va dire, de base des zombettes, c'est vraiment de répandre le chaos et il n'y a pas forcément de finalité à la chose comme peuvent l'avoir certains dieux, Tzench ou... Ça se retrouve dans certaines règles où on voit des zombettes qui sont les ennemis jurés de la civilisation et les bestigors qui vont avoir des bonus quand ils frappent des factions de l'ordre, par exemple. Voilà. Donc, qui sont en lutte pour le chaos, la destruction, pour leur dieu, pour le chaos primordial. Et du coup, les dieux du chaos vont utiliser cet aspect pour leurs propres besoins, mais sans pouvoir le contrôler. Okay.
Donc un Khorne, un Tsench va tenter d'orienter cette furie bestiale des hommes bêtes dans un but précis. Et bon, Khorne, lui, de toute manière, il faut que le sang coule. Donc à la limite, que les hommes bêtes suivent ou affrontent ses armées, peu importe. Pour Tsench, c'est de toute façon, c'est les inextricables fils du destin et de ses machinations. Donc tout ça font que les hommes bêtes les Beasts of Chaos ne sont pas contrôlés directement par les dieux du chaos, mais peuvent faire partie de leur plan et qui vont essayer de guider cette furie. Donc un peu influencé quand même par... dans certaines... Ok, parce qu'en fait, au sein des hommes bêtes, on n'a pas, par exemple, ce qu'on peut avoir du côté... on a quand même une vraie ressemblance avec, comme tu disais, les peaux vertes. Oui. Parce que voilà, on a quand même... on voit, hein, il y a toutes les tailles. On n'est pas sur de l'humanoïde avec une taille un peu générique. On a vraiment une notion de quasiment de classe, en fait, de hiérarchie au sein de la civilisation homme bête. Des Ungors. C'est ça. Des Gors, les Bestigors, les Minotaurs, les Dumbuls. Et voilà, on a plein de choses comme ça. Et par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de... chef suprême, un peu comme on peut avoir par exemple avec un Gordrakk, un Gork, Mork. C'est significatif puisque dans les listes des hommes bêtes, il n'y a pas de personnage nommé. Ouais, c'est ça. Ok. Il n'y a pas de personnage nommé. Donc, il y a alors qu'il y en avait une. Dans Fantasy Battle, il y avait une pléthore de personnages nommés. Ouais. Il y avait Khazrak le Born, et tous ces personnages ont complètement disparu. Okay. Et aujourd'hui, les Beasts of Chaos, c'est une faction générique en fait. Il n'y a pas de personnages. Alors après, oui, dans le lore, on parle de certains personnages, mais il n'y en a aucun qui va être l'équivalent d'un Katakros ou l'équivalent d'un vrai leader Prime ou de ce genre de choses. Voilà. Ok. Alors, pourquoi on jouerait dans AOS les hommes bêtes C'est quoi les grandes caractéristiques de la faction? Alors, les hommes bêtes, il y a plein de caractéristiques qui sont hyper intéressantes en termes de jeu, en termes de gameplay. Donc, moi, ce que j'aime dans les hommes bêtes, c'est que d'abord, il y a plutôt une bonne diversité de troupes et d'unités. Et donc, on a un choix assez large de figues en fait. De figurines, on a un vrai héritage justement de battle sur. On a un vrai choix. On peut construire vraiment des armées. On peut faire deux armées d'hommes bêtes qui vont être complètement différentes. Une avec des masses d'infanterie, une autre avec des monstres, des infanteries monstrueuses. On peut marquer les hommes bêtes avec les dieux, les marques des dieux sombres. Des dieux du chaos. C'est une dégénération, mais en termes de gameplay, ça offre pas mal de possibilités. Donc c'est une armée qui est très diverse. Donc ça, c'est un gros point fort de la liste. On peut se faire plaisir avec des figurines, on va en parler juste après. Il y a énormément de choses à faire. Le deuxième point fort de l'armée, c'est que c'est une armée qui est extrêmement agressive. C'est une armée qui est très mobile. On peut construire une armée Alpha Strike, donc c'est-à-dire qui peut charger dès le premier tour, parce que les hommes bêtes peuvent tous courir et charger, enfin tous, pratiquement tous. C'est les bonus des étendards et des musiciens. On peut courir et charger. On peut on a de l'invocation via les bords de table aussi. Alors, on va y venir. Les chamans donnent des bonus de mouvement. Excellent. Donc, excellent bonus de mouvement. Le Great Bray Shaman. Voilà. Donc, on a une armée qui peut mettre directement la pression sur l'adversaire, qui peut occuper le centre de table. S'il y a des objectifs au centre de la table, c'est aucun problème. On peut les choper les trois. En fonction du scénario, on peut tous les choper dès le premier tour. Et donc, c'est une armée qui est faite pour foncer et mettre la pression. Ça, c'est une bonne caractéristique. En fait, depuis le début, ton armée, c'est des orques avec des têtes différentes. Ça. Voilà, c'est ça. c'est un peu... en termes de caractère, c'est assez proche, effectivement. Ouais. Même d'histoire, en termes de caractère, non. Parce que les orques, ils ont un caractère qui leur est propre. Ils ont un côté un peu fun qu'on ne retrouve pas forcément chez les hommes, mais c'est le même genre de troupe. On fonce dans le tas, on aime la bagarre. Parce que tu disais justement que pour toi, ça pourrait presque être une armée de destruction, quoi, s'ils n'étaient pas sous l'influence des dieux. S'il n'y avait pas cet aspect chaos, ça pourrait être une armée de destruction, tout à fait. Ouais. Donc c'est une armée agressive. C'est une armée qui... Alors, une autre caractéristique de l'armée, c'est que c'est une armée qui possède beaucoup de perforations. Donc ça, c'est un point fort. Donc pratiquement toutes les... Voilà, les Minotaurs, on peut avoir des armées avec grosses perforations. Et ça, c'est un gros atout parce qu'on a vu sortir récemment donc, pas mal d'armées avec... Très tanky. Une armée de Terminator intuable.
c'est compliqué, forcément. On pense aux Siark, ils ont une bonne sauvegarde, je ne sais plus combien ils ont de sauvegarde. Oui, ça passe très vite en 3 plus relançable. 3 plus relançable. Oui, si j'ai Rennes -2, voire -3, 3 plus relançable, 6 plus relançable, c'est plus la même, c'est plus la même chose, quoi. Donc c'est un gros atout. C'est un gros atout. C'est une armée qui est assez intéressante à jouer en magie, puisqu'on a un excellent War Scroll, le Great Bray Shaman, qui ne coûte pas très cher. Fantastique. On peut facilement mettre 3, 4, ce serait un peu du vice, mais on peut, à la limite. Shaman. Donc on a des possibilités de lancer des sorts. Le Shaman offre plein de bonus, donc on peut jouer la magie, et on peut bien se protéger de la magie, parce que quand on a 3 Shamans, on a 3 dissipations. Ouais. Et puis on verra tout à l'heure, on peut, si vraiment on a l'habitude d'affronter des armées qui jouent énormément sur la magie, on peut rajouter d'autres entités comme le Sigor par exemple. Le Sigor, 2 dissipes, je crois que c'est 2. Ouais. Oui, il y a des bonus contre les sorciers. Donc on peut facilement se protéger contre la magie, ça c'est un gros atout. Si on joue contre un Tsench où toutes les unités balancent des sorts, on est un peu résilient par rapport à ça. Donc ça c'est intéressant. On a les outils, quoi. La caractéristique de l'armée, c'est que c'est une armée, on peut faire plein de listes différentes, ça reste quand même beaucoup d'infanterie, on va pas se mentir. On peut faire des armées très nombreuses, donc ça veut dire qu'on va souvent être en supériorité numérique. En plus, on peut invoquer plutôt facilement, donc en général, on est largement supérieur à son adversaire, donc ça c'est... Après, il faut savoir en jouer, évidemment, c'est pas évident. Bien sûr. On a des figurines qui sont sur des gros socles, donc ça, c'est doléance. C'est une petite doléance, mais on a une armée qui peut noyer l'adversaire sous le nombre. Donc si on joue contre une armée qui va être faible en nombre, ça veut dire qu'on occupe toute la table, on occupe le terrain, et s'il y a beaucoup d'objectifs, on a la maîtrise des objectifs. C'est ça que ça veut dire, finalement. Donc on peut avoir la maîtrise des objectifs. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir en jouer, mais c'est un point fort. Un truc très sympa aussi, c'est un truc que moi j'aime bien voir, en fait, c'est dans ce que fait Games, en fait, ils essaient vraiment d'inclure on va dire un peu, j'aime pas dire l'ADN, le style de l'armée au sein des règles, et donc, comme tu disais, on a des mécaniques d'embuscade un peu via ce bord de table, comme on peut avoir un peu chez les elfes sylvains aussi. C'est ça. Très logique, voilà, embuscade, je vais arriver par un coin et je vais essayer de te bloquer, voilà. C'est ça, donc... Il y a 2 règles de l'allégeance qui sont intéressantes à jouer. On va rentrer en détail tout de suite après, mais la pierre des hardes qui fournit des bonus assez intéressants quand on est à distance. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le mécanisme d'embuscade. Donc ça veut dire qu'on peut faire TP, on peut faire apparaître, invoquer des nouvelles unités au fur et à mesure que la partie s'avance, partout sur les bords de table. Ouais. Bon, toujours, on va rentrer dans les détails techniques après, mais... Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'adversaire, potentiellement, il y a toujours un truc qui peut lui arriver dans le dos. Et ça peut être décisif. Ça peut faire la différence parce que, je fais TP un char ou 10 Ungor, et les 10 Ungor, au tour d'après, ils vont prendre un objectif qui avait été utilisé. C'est vrai qu'on voit pas mal d'armées justement maintenant qui avancent en bloc avec parfois quelques petits héros fragiles dans le lot. Voilà, on peut pas accepter de s'exposer quand on a ce genre de menace dans le dos. Ça, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui peut faire la différence dans une partie. Alors, quand les Zombettes sont sortis, c'était en 2018, non? Oui, ça fait plus d'1 an et demi. Il n'y avait pas tant d'armées que ça qui avaient ce genre de mécanisme. Ouais. Depuis, il y a beaucoup de BT sont ressortis, beaucoup d'armées sont ressorties, et beaucoup d'armées disposent de ce genre de mécanique. Donc c'est moins décisif relativement aux autres armées, puisque maintenant beaucoup d'armées ont également cette possibilité, mais au moment de la sortie, c'était très intéressant, parce que justement, c'était pas quelque chose qu'on retrouvait facilement. En contrepartie, c'est une armée qui est très nombreuse, mais qui est peu résistante. Donc c'est une armée qui offre un tanking mou, moi ce que j'appelle un tanking mou, c'est-à-dire que je me fais taper dessus, je résiste pas parce que j'ai des grosses sauvegardes, j'ai de la vue. Je résiste parce qu'en fait, je perds une unité, mais j'en ai rien à foutre parce que j'en réinvoque une autre derrière, et donc je tank, voilà. Mais on se rend compte aujourd'hui que ça suffit pas, en fait, et que quand on voit quand on voit certaines armées qui sortent maintenant, qui sont capables de fournir de délivrer des quantités de dégâts complètement insane, complètement démentielles, les embêtes, ça a du mal. Commence à vieillir. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit justement, on en parlait, c'est
un des premiers BT qui a des mécaniques un peu V2 justement. Et voilà, il y a eu quand même des sorties récentes. En fait, voilà, il y a quand même une course, on va dire, une petite course à l'armement qui fait que ça fait partie des vieux BT qui commencent un peu à souffrir, quoi. C'est ça, alors, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, on peut avoir un peu de mal par rapport à ça. L'autre aspect, c'est que on n'a pas une quantité de dégâts, on fournit pas une quantité de dégâts qui est suffisante pour percer vraiment les lignes super tanky de certaines armées qu'on trouve. Donc aujourd'hui, c'est les deux gros défauts de cette armée, c'est que finalement, pas assez de dégâts, pas assez de résistance, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais ça, on rentrera en détail un petit peu plus tout à l'heure. Globalement, les Zombies, c'est une armée que je trouve moi très équilibrée, dans le sens où il n'y a pas une spécificité de l'armée qui fait qu'on va jouer que ça. Il n'y a pas un aspect de l'armée qui est tellement fort qu'on va ignorer complètement le reste. Dès qu'on va s'éloigner un peu de ce point central, tout de suite on tombe dans du très mou ou du absurde même, à la limite. Donc il y a énormément de choses qui sont jouables. C'est la même chose. Et c'est une armée qui joue les règles. C'est-à-dire que il n'y a aucune règle qui va faire qu'en fait, aucune spécificité de l'armée qui va faire que j'ignore complètement une partie des règles. Par exemple, on a vu, on revient sur cet exemple parce que Léo Sierge qui ignore complètement les règles de commandement. Parce que voilà, bon, ils ont leur justification qu'on approuve ou pas, mais mine de rien, il y a un aspect du jeu qu'ils ignorent complètement. Ou les Fireslayer qui cassent la priorité de je tape en premier quand c'est mon tour et que j'ai chargé. Ce genre de choses. Donc là, aujourd'hui, les Zombies, on va trouver des spécificités, des règles d'allégeance, etc. Mais globalement, on joue toutes les règles du jeu et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, voilà. Donc les grandes caractéristiques de l'armée, en fait, voilà. Donc c'est une armée nombreuse, agressive, qui peut complètement encercler, swarmer, si j'utilise cet acronyme, qui peut complètement envahir l'adversaire, qui se défend bien en magie. Et ça, c'est super cool, hein. Justement. Donc, moi, c'est sympa. Ouais. Ça fait partie des trucs que j'adore dans un BT, c'est avoir vraiment plusieurs optiques. C'est un truc que moi, je retrouve pas forcément super souvent dans les BT très récents. Par contre, vraiment j'adore et que je retrouve dans des vieux BT style Légion of Nagash. On peut vraiment partir sur de la horde, comme tu disais, qui va tanker au PV avec des squelettes. On peut partir sur des builds très magie en Sacrament. On peut partir... Voilà. Mais avoir l'occasion de faire ça au sein du même BT, ce qui veut dire qu'en plus on va réutiliser et recycler une bonne partie des figues, c'est clairement un point hyper positif. Donc ça c'est bien, ouais. Ça c'est très bien. Et on peut vraiment se faire plaisir en style de jeu, en figurine, on va en parler juste après. Ouais. Mais voilà, c'est une armée diverse aujourd'hui qui effectivement est un peu à la traîne par rapport à d'autres armées plus punchy, plus fortes, mais on s'éclate avec ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit topo justement sur l'ensemble de la gamme de figues, ce qu'il y a à prendre un peu partout? Alors, évidemment, bien sûr, on peut en parler. Il y a énormément de figurines, comme je disais tout à l'heure. Donc, les Zombies, c'est du classique. Donc, on va retrouver des Zombies chez Games Workshop, évidemment, mais chez plein d'autres fabricants. Alors, chez Games Workshop, les Zombies, on est vraiment sur une transposition des vieilles figurines de Battle dans AOS. On resocle tout, on met tout avec des soclerons, et c'est exactement la même chose. Donc, ce sont des figurines qui sont très anciennes maintenant, qu'on aime ou pas. C'est assez en termes de j'aime ou pas, c'est assez tranché en fait. Il y a beaucoup de gens qui détestent parce que c'est des vieilles figurines, et il y a d'autres qui aiment bien. Moi par exemple, j'aime bien certains charmes. Ouais. Alors bon, ça c'est vraiment c'est du collector maintenant, mais aujourd'hui, on va chez Games. Moi, j'aime bien les Santigore, par exemple. Je trouve qu'ils ont une certaine style. Et je connais plein de gens qui détestent ces figurines parce qu'elles sont super belles. Donc, c'est une question de goût. Après, comme tout. Hein. Mais du coup, on a quand même pas mal. Je m'interroge parce qu'il me semble quand même que c'est les figues, tout ça, les bestigors et tout, ils ont été remoulés maintenant sur la gamme plastique. Aujourd'hui, alors je sais pas s'ils ont été remoulés, mais aujourd'hui, les bestigors que tu as, c'est ceux que tu vois dans le BT, dans le livre d'armée Homme-Bête de 2012. Si mais donc c'est quand même pas la même gamme que ça. Ah non, ça c'est la gamme métal encore avant. Okay. C'est pour ça que je dis que c'est du collector, parce que ça on n'en trouve plus que sur eBay ou
Ou le Bon Coin, pour ne citer que. On est obligé d'en citer 2, tu comprends. Ou sur la section achat-vente du Warfo, il y en a quelques-uns qui passent. Donc, 3. C'est ça, mais donc on a quand même... on remarque quand même que les figues ont un peu grandi quand même depuis justement. Clairement. Ouais, c'est vrai que les bestigors, là, les voyant de tout près, c'est vrai que si on mettait les nouveaux à côté, paraîtrait les nouveaux à côté sont un peu costauds. Sont plus grands, c'est clair. Pareil pour les Minotaurs. Les Minotaurs, ils ont enflé en taille. Ils sont plus petits que des brutes maintenant, j'ai l'impression. Donc ça fait un peu même bizarre. genre de gabarit, ça fait un peu bizarre. On les reconnaît au socle en fait. C'est ça. C'est vrai que c'est assez caractéristique des behemoths de l'époque, c'est qu'en fait ils paraissent maintenant tout petits sur leur socle, je trouve. Mais c'est vrai que voilà, avoir, enfin c'est kiffant d'avoir. Donc voilà. Donc du coup chez Games on trouve tout. On trouve toute la gamme. Il y a les chars, il y a les monstres, donc les minotaures, les héros, etc. Qu'est-ce qu'on achète en premier en fait? Alors j'ai envie de dire le Start Collecting est très bon. Parce qu'en fait, moi je suis un débutant, je vais démarrer des hommettes, qu'est-ce qu'il me faut? Il va me falloir de l'infanterie, parce que c'est quand même la base de l'armée. Si je ne sais pas trop quoi faire, je pars sur du Bestigor, parce que c'est l'unité un peu sympa, d'infanterie un peu sympa. Donc dans le Starco, il y a 10 Bestigor. Il y a des Ungor, j'ai besoin de Ungor, c'est mes écrans. Ouais. Donc j'ai 10 Bestigor, j'ai 10 Ungor. Les Ungor, pour en reparler, c'est un peu la chair à canon. Voilà. J'ai un chaman, donc le personnage must-have de l'armée. Et puis il y a le Gorgon, qu'on peut monter en Gorgon ou en Sigor. Le Gorgon, voilà, c'est le Behemoth. Le Behemoth. Cette figurine, elle est sympa parce que on verra ça tout à l'heure, mais on peut la retrouver dans pratiquement tous les bataillons. Donc on peut facilement la jouer. C'est pas mauvais. Bon, il y a des spécificités, mais globalement, c'est pas mauvais. Donc moi, si je veux démarrer, à la limite, je prends 2 Startco et j'ai déjà j'ai 20 Bestigor, 2 unités 10, j'ai mes 2 chamans. J'ai 2 gorgons, soit ça me fait un gorgon à 6 gor, si vraiment j'en ai pas besoin, à la limite je le revends. Et donc ça, c'est déjà une bonne base. Après, on complète en fonction de la façon dont on veut construire son armée. Donc mais c'est une très bonne base. Une très bonne base. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai eu la chance de participer au LVO cette année. Ouais. Ah oui, avec Philippe, du coup, qui est venu aussi. Voilà, Christophe. Ouais, et moi, j'ai remarqué que les Américains, ils sont complètement décomplexés par rapport à leurs figurines. C'est-à-dire qu'il y avait un gars, il avait une armée d'hommes bêtes, et puis il y avait sur son plateau de jeu, là, il y avait une espèce de scorpion, un truc un peu chelou. Et donc, je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il me dit, mais ça, c'est un Chaos Gargant. Ah bon? D'accord. Ok. Et j'ai joué contre un gars qui faisait du Nurgle, donc il avait son Glotkin, hein, enfin le gros balèze, et il avait 2 unités de 40 maraudeurs de Nurgle. Ces figurines, c'était les, je sais plus comment ça s'appelle, c'était des figurines de 40K. Ok. Donc en fait, ces maraudeurs, ils avaient des pots d'échappement et puis des tronçonneuses en fait, si tu veux, c'était un peu bizarre. Et donc, super souple par rapport aux figurines. Et surtout, les gars, mais à aucun moment donné, ils demandent si ça te convient. Quoi. Ouais. Le gars, il me dit, bon, là, j'ai 40 maraudeurs. Je dis, mais c'est quoi comme figurine? C'est 40K. Mais il me demande pas si ça me dérange ou si j'approuve ou si... C'est naturel. C'est naturel. C'est vrai que d'ailleurs, c'est un bon point, en fait. C'est que quand on débute, on a souvent tendance à se poser la question si on peut proxy, etc. Même Exactement. en tournoi, hein, pour des questions de ligne de vue. Il faut savoir qu'en fait, des lignes de vue pour des figurines, c'est très rare d'en avoir l'utilité. Ce qui est important, c'est de respecter en gros l'échelle. Oui. C'est-à-dire que voilà, on va pas mettre des figues qui sont hautes comme ça. C'est surtout vrai au tir ou à la magie, mais globalement, en tournoi, personne ne dit rien et ça fait même plutôt plaisir de voir des trucs originaux. C'est ça. Le truc important, c'est le socle. Il faut que le socle soit conforme parce que comme on mesure les distances à partir des socles, du coup, ça, surtout pour les auras, pour les personnages. Mais j'ai envie de dire, c'est pas. Avant que ça fasse une vraie différence et que ce soit vraiment important parce qu'effectivement, on joue un tournoi, on est dans le compétitif, c'est important de gagner. Donc là, on va s'attacher à ces petits détails. Mais sinon, on peut se faire plaisir. Ça reste de la figurine. Donc. Bien sûr. Donc, alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, des hommes bêtes, on en trouve chez plein de fournisseurs différents. Donc, alors des gammes, il y en a plein. On va chez Avatar of War, il y a des héros. On va chez... moi, j'ai acheté le Minotaur chez Massive Darkness. Un Minotaur qui ressemble beaucoup à un tauren de Warcraft. Ouais. Le truc, il est comme ça, il est massif.
Enfin, moi, je le vois, je rate mon test de bravoure tout de suite. Donc, on trouve... Et donc, moi, il y a notamment une gamme de figurines que j'adore, qui est très complète. On va chez Mears Miniature, par exemple, et ils ont des figurines de fou. Moi, si je veux un Minotaure, je vais chez Mears Miniature et je trouve un Minotaure avec une tête de rhinocéros. J'en trouve un autre avec une tête de morse, avec les grosses défenses. On trouve ça peut passer comme Minotaure, mais on voit des hommes chameaux, en fait. Il y a des hommes dromadaires. C'est vrai qu'ils sont très spécialisés dans ce qui n'est pas forcément infanterie, et des monstres, des héros, ils ont des trucs très jolis. Ils ont même un Chaos Mammouth qui ne se vend plus d'ailleurs chez Games, qui était c'était du Forge World, qui était du Forge en plus, c'est ça. War Mammoth du Chaos. Maintenant, si vous voulez en trouver, c'est sur eBay au prix d'un PEL, quoi. Et voilà, chez Mears, ils ont un Chaos Mammouth qui est splendide. Alors, c'est clairement pas donné, c'est même plutôt plus cher en fait, mais c'est une autre identité et c'est super joli. Et ça permet de se faire vraiment plaisir. Donc voilà, donc il y a moyen de trouver des figurines d'Hombed qui sont super classe. C'est cool aussi de se faire guider par justement ces kiffs de peinture. Moi je pense, je la regarde parce qu'elle me regarde bizarrement, mais par exemple je pense à les Trogoth Hag et tout, des figurines qui sont peut-être pas très fortes. C'est un tel plaisir à peindre, à poser sur la table comme ça que voilà, c'est le kiff de la figurine. On aime la figurine, on fait un jeu de figurine, donc si on veut se faire plaisir, il y a possibilité. C'est dommage de ne pas se faire plaisir sur des figues quand on est amené à dépenser autant d'argent et à y passer autant de temps, quoi. Alors moi, je recommande notamment, par exemple, sur le site du 9e âge, ils ont un catalogue de figurines. Alors pour faire du Kuntaz... du Kuntaz, par exemple, sur AOS, qui eux, en fait, sont un référencement de figues, en fait. C'est un référencement de figues, tout à fait. Pour faire du Kuntaz ou simplement pour avoir une figurine alternative. Et donc, ils ont une dizaine ou une quinzaine, je ne sais plus, de fabricants pour faire des Hombed. Et donc, on trouve tout en termes de qualité et en termes de prix. Donc, il y a des figurines qui vont être plutôt moches, mais pas chères, abordables. Enfin, plutôt moches. Après, c'est mon jugement à moi, mais qui vont... il y a tous les prix, toutes les qualités. Donc, c'est hyper intéressant pour ça. Oui, c'est vrai, comme tu dis, en plus, c'est un truc qui est classique quand même dans l'univers de la fantasy de manière générale. On n'est pas sur de l'idonette où vraiment ça va être compliqué d'aller chercher, à moins de partir dans des conversions de Maboule et tout, mais on est quand même sur un truc qui est assez démocratisé dans le jeu de plateau fantasy. Donc on va passer maintenant un peu dans la partie, dans le dur du sujet, avec la partie jeu. Qu'est-ce qu'on joue? Donc qu'est-ce qu'on joue dans les Hombed? Alors, avant d'aborder les différentes possibilités de listes et puis les spécificités au niveau des War Scrolls, on va parler un peu des règles d'allégeance. Donc l'allégeance des Hombed, il y a 3 règles d'allégeance. M'excusez, hein, j'admire en même temps. La pierre d'herbe, tout le monde ne l'aime pas. Ça fait un peu menhir, un peu monolithique. Tu parlais d'Obélix, hein, c'est parfait. Il faudrait que j'en fasse une un peu plus... Bon, bref. Donc, les règles d'allégeance des Hombed, il y a 3 règles. Premièrement, la pierre des Hardes. Donc la pierre des Hardes, c'est le décor de faction des Hombed. En fait, les Hombed, c'est le premier BT dans lequel il y avait un décor de faction spécifique. Et donc, quand c'est sorti, c'était c'est génial. Si on a ça pour toutes les armées, c'est cool. Donc, c'est plutôt cool, effectivement. Alors, qu'est-ce que ça fait la pierre des Hardes? Donc, c'est une aura. Toutes les unités ennemies qui sont dans cette aura, donc pas Wally Within, pas entièrement dans cette aura, mais il suffit qu'il y ait une figurine qui soit dedans. Bim, -1 à la sauvegarde. Et toutes les unités Beast of Chaos qui sont dans cette aura aussi ignorent les tests de bravoure. Donc ça c'est très fort, parce que les Hombed, ils ont une bravoure assez faible. Ça c'est le pitch de base, mais dans tous les jeux, plus tu es nombreux, plus tes troupes sont moyennes ou faibles. Donc les Hombed n'échappent pas à cette règle. On a beaucoup d'unités, donc les unités sont facilement tuables et elles ont une bravoure très faible. Donc le fait de pouvoir ignorer complètement les tests de bravoure quand on est à portée de la pierre des Hardes, ça c'est très intéressant, parce que ça compense justement cet aspect. Donc ça se passe dans son camp, j'imagine aussi. Voilà. Et donc cette aura, à chaque round, elle augmente. Donc c'est 6 au premier round, 12 au deuxième, D'accord. Ça augmente de 6 à chaque fois. Donc ça, c'est un bonus sympa, c'est gratuit. Moi, je trouve que c'est moyen, en fait. Pourquoi? Parce que la pierre d'Hardes, elle est positionnée dans notre camp, dans le camp des Hombed, à 12
du territoire ennemi. Ouais. Donc quand on joue sur un scénario où le territoire ennemi c'est la moitié de la table, mais je suis 12 pas en retrait. Ouais, c'est 12 dans notre camp. 12 pas en retrait. Ça veut dire qu'on a une armée dont l'ADN c'est d'aller foncer sur l'adversaire. On a des bataillons, on a un bataillon dont le bonus c'est de taper plus fort quand on est dans le territoire de l'adversaire. Et on a un décor de faction qui ne donne des bonus que quand on est dans son territoire finalement. Du coup, c'est contre-mécanique. Ouais. C'est contre-mécanique parce que finalement, on n'en profite jamais. Et l'aura de la pierre des Hardes, il est suffisamment large pour atteindre une partie du territoire adverse en fin de partie, quand la partie est déjà finie pratiquement. C'est vrai que c'est ce qu'on disait en fait. En soi, l'effet est très fort. L'effet est très fort. La restriction de ne pas pouvoir le placer par exemple au milieu de table ou un peu où on veut, comme on peut avoir avec certains décors, au Cierge, Séraphon ou quoi. C'est ça. C'est problématique. C'est problématique aussi parce que c'est vrai qu'au général, les parties au niveau du tour 3 commencent à... Déjà au tour 3, c'est pas plié, mais on a déjà une idée de la façon dont ça se passe. Alors, il y a beaucoup de parties qui peuvent se décider au tour 5, et les hommes bêtes peuvent avoir joué des parties qui se décident au tour 5. Et ça peut aider à gagner, vraiment, mais la plupart du temps, ce ne sera pas décisif, ce ne sera même pas utile du tout, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un peu dommage. En fait, il y aurait un moyen de contrer ça simplement en supprimant cette restriction qui oblige à se mettre à 10 pouces, à 12 pouces du territoire adverse. Donc je peux me mettre direct en milieu de table, direct à côté d'un objectif. Là, ça devient très intéressant. Un peu comme justement les décors Séraphon, ce qu'on peut avoir, où on le place avant. Bon, moi, je me facilite pas la tâche parce que ma pierre d'air est rikiki, mais normalement, elle est un peu plus grosse, donc c'est une aura qui se calcule un peu mieux. Mais c'est vrai que quand on voit par rapport à certains décors, comme la pyramide des Séraphons ou le temple des Hauts-Cierges, ou le décor, machin comme ça, bon, nous, on a un petit truc comme ça qui est loin en retrait, c'est pas décisif, quoi. C'est rarement décisif, en fait. C'est ça le problème. Il y a un autre aspect qui est problématique, et là on en vient aux règles de l'appel primordial. C'est-à-dire que l'appel primordial, c'est-à-dire que chaque tour, je gagne un point d'appel, et ces points d'appel primordiaux, c'est ce que je vais dépenser pour invoquer des nouvelles unités sur la table. Et si j'ai un personnage dans l'aura de la pierre des Hardes, avec une unité à côté de lui, il va sacrifier, il va utiliser donc... des sacrifices sanglants au pied de la pierre. Il va inonder la pierre du sang des sacrifiés pour gagner des points d'appel primordiaux supplémentaires. Donc si je veux invoquer des unités, je suis obligé d'utiliser cette mécanique. Parce que les premières unités, on les invoque avec 3 points d'appel. Si je ne sacrifie pas, je n'invoque rien avant le 3e tour. Donc là, pour le coup, c'est dommage. Donc ça veut dire que j'ai une pierre d'air qui est en retrait dans mon camp, et en plus... je suis obligé de garder dans mon camp loin des unités pour les sacrifier. Et ça, ces unités, elles font rien. Donc, c'est très dommage parce que, alors, moi, la plupart du temps, je mets un chaman. Et les sorts du chaman, ils n'ont pas une portée folle non plus. Donc, ça veut dire que ce chaman, il n'est pas impactant au niveau de la partie. Comme il pourrait l'être s'il pouvait rester derrière des unités en soutien, pour lancer ses sorts sur l'adversaire ou pour donner des bonus de mouvement aux unités. C'est ça, c'est vrai qu'en plus le chaman a cette particularité qui donne un bonus au mouvement autour de lui. Donc donner un bonus au mouvement en fond de table quand on a une armée qui se projette parce qu'on est obligé de rester derrière pour un décor, c'est un peu dommage. Du coup, cette restriction de 12 pas du territoire adverse, elle est très problématique. D'abord parce qu'effectivement la pierre intrinsèquement elle n'est pas forcément utile, mais en plus elle nous immobilise des troupes en retrait. Bon, donc ça peut-être ce sera revu ultérieurement, on verra, je sais pas. Donc ça c'était la deuxième règle, donc la première règle la pierre d'air, la deuxième règle l'invocation primordiale. Donc l'invocation primordiale, donc, ça commence à 3 points. On commence par invoquer des Ungor, donc on invoque des chars, moi j'invoque tout le temps des chars. Parce que ça permet de faire venir des unités rapides. Comme c'est des unités qui arrivent en cours de partie, il faut qu'elles puissent être utiles tout de suite. Et un char, c'est un gros mouvement, donc il arrive en fin de phase de mouvement. Donc c'est-à-dire que le tour où il arrive, il ne fait rien. Il peut tenter une charge, mais c'est tout. C'est du 9. Et s'il rate sa charge à 9, même en relançant, je veux dire, au tour d'après, il bouge de 12 et il peut déjà arriver à un endroit où c'est intéressant. Alors que si je trouve que c'est un peu absurde de faire invoquer des unités d'infanterie parce que elles bougent à 4 ou 5
à 4 ou 5, au tour d'après, je bouge de 5 plus la course, bah, ça ne va pas forcément m'emmener. C'est clair. Donc on invoque des gores, des bestigores, des chars, et puis on peut invoquer des gorgons et des chimères. Avec 10 points d'invocation, on peut invoquer une chimère. On va en parler tout à l'heure, on peut construire une liste qui va maximiser l'invocation, de manière à invoquer T1 si on a de la chance, voire T2, une chimère directe, d'emblée. Et ça, c'est le kiff, parce que voilà, je joue l'invocation. Déjà, tu sors ta grosse fille. Deuxième tour, bim, une chimère dans le dos de l'ennemi. La chimère, elle bouge, elle charge. Si elle arrive à charger, sinon elle bouge, elle vole. Et la chimère, ça rigole pas. Donc il y a des trucs à faire. Okay. Et donc, les règles d'embuscade, troisième règle de l'allégeance. Donc, quand je pose mon armée, je peux mettre jusqu'à la moitié de mes unités en réserve et les faire arriver en embuscade à la fin de mon premier tour, voire à la fin de mon deuxième, selon les traits de commandement que j'ai pris. Okay. Et donc ça veut dire qu'en embuscade, ça veut dire que mes unités peuvent arriver par n'importe quel bord de table, à plus de 9 pattes de l'adversaire, et en fin de phase de mouvement. Assise du bord de table. Et assise du bord de table. Petite restriction, voilà. Ouais. Donc, ça c'est extrêmement intéressant, parce que alors, les unités qui sont invoquées avec l'appel primordial arrivent avec les règles d'embuscade. Donc ça veut dire que dès le premier tour, si je joue bien, si j'ai bien optimisé mon truc, dès le premier tour, je peux invoquer des troupes. Et après, à chaque tour, je peux invoquer des troupes. Ouais. Donc ça veut dire que non seulement je bouge rapidement, je me projette sur la table, mais en plus, à chaque tour, j'ai des renforts qui arrivent de... alors, si l'adversaire a peu de troupes, ou s'il n'a pas bien verrouillé son terrain, ça arrive de tous les côtés, quoi. C'est ça, c'est vrai que ça peut être marrant justement sur ce genre de mécanique dont on disait Alpha Strike, dans le mode où j'arrive surtout au T1, d'aller bloquer potentiellement des gros régiments avec des charges en colonne et des trucs comme ça. Honnêtement, c'est assez marrant parce que moi quand je dis quand j'ai démarré le jeu, j'avais un peu tendance à lésiner ces mécaniques de mouvement. On est très concentré sur les dégâts, etc. Et en fait, on se rend compte, après avoir joué Seraphon avec 200 skins sur la table qui font absolument 0 dégâts, que le cœur du jeu, c'est le mouvement, quoi. Et ces mécaniques de mouvement, de projection, de blocage, ces mécaniques sont super fortes. Alors après, bon, bien sûr, il faut avoir les unités qui suivent, mais c'est clairement pas des règles à négliger. Alors, les zombettes, c'est pas, c'est un peu ce qu'on disait, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est pas une armée qui gagne en exterminant l'adversaire. C'est une armée qui gagne parce qu'on arrive à manœuvrer l'adversaire, on arrive à occuper les objectifs qui ont été un peu délaissés. Donc voilà, donc il faut profiter à fond. Ces règles d'embuscade, c'est vraiment bon. Si l'adversaire ne sait pas bien jouer, s'il n'a pas bien verrouillé ses bords, il peut se faire surprendre. Et ça, c'est un mécanisme qui peut faire gagner des parties. Parce que je fais TP, j'invoque une unité sur un bord de table. Ah, l'autre, il n'avait pas prévu, bah, du coup, je menace un objectif. Du coup, il avait prévu de m'attaquer, bah, il ne m'attaque plus. Ou au contraire, il est parti à l'ouest, il n'a pas assez de troupes pour... voilà, bah, du coup, je viens voler un objectif. Et donc ça fait la différence. Ça peut faire la différence. Ça me fait penser justement qu'il y a des scénarios où ils doivent se régaler, quoi. Tu penses à des terres brûlées, même toutes les vertus où il y a des objectifs plein la table. Quand il y a des objectifs plein la table, c'est intéressant. Ouais. Du coup, à voir, hein, peut-être avec... qui peuvent être EP indirectement en fonction des prochains scénarios qui peuvent sortir, etc. Parce que moi, j'avoue que c'est des scénarios qui me... En fait, c'est des scénarios où on se fait un peu mal à la tête, ce genre de truc, la terre brûlée, merde, toutes les vertus. Et ça peut ramener en fait indirectement des armées dans le jeu et puis en faire descendre d'autres. Quand on voit qu'il y a des armées très élites, je pense aux Fire Slayer qui sont très mal à l'aise quand il y a des objets sur toute la table, bah là ils ont clairement leur épingle du jeu à tirer. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut s'en sortir. Alors on peut toujours s'en sortir. C'est plus ou moins difficile, mais les zombettes ont quand même des arguments à faire valoir contre à peu près n'importe quelle armée, selon le scénario évidemment. Selon le scénario, selon évidemment le niveau de l'adversaire, la liste de l'adversaire aussi, mais on peut toujours s'en sortir en fait. Et ce sera plus ou moins facile sur certaines armées. Par exemple, si on joue couteau dans le cœur, c'est un peu compliqué parce que là pour le coup il n'y a que 2 objectifs. Ben, si l'autre objectif est bien défendu, ça peut être chaud à aller chercher. Parce que là, on ne va pas tellement manœuvrer, là, il faut y aller. Quoi. Mais là, pour le coup, tu rentabilises ta pierre d'herbe qui est chez toi. Et là, pour le coup, on rentabilise la pierre d'herbe, tout à fait. Parce que là, on fout la pierre d'herbe sur l'objectif. C'est ça. Avec une unité dessus, et on ne va pas se faire voler le truc. Donc, bien ça, c'est le scénario où la pierre d'herbe peut être utile. Ouais. Après, sur d'autres scénarios, ben, c'est moins évident. Donc, c'est des règles qui sont sympas. Ça pourrait être
c'est moyen à cause de cette restriction de la pierre d'air qui du coup est toujours trop loin dans notre camp, mais c'est des règles qui sont intéressantes et qui sont très spécifiques à l'armée. C'est l'embuscade, c'est les obèdes qui sont planqués dans les bois, qui surgissent dans le dos de l'adversaire. Donc ça c'est très fluff. Ça, en fait, on retrouve un peu ce genre de règles justement, c'est chez les elfes sylvains. Et a priori, c'est un peu les seuls, quoi. On a un peu les fakes aussi qui ont cette mécanique d'apparition par les bords de table. C'est ça. Mais c'est pas beaucoup d'armées qui font ça. Après, ça peut être moins fort que d'autres. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des règles d'embuscade comme ça qui n'existaient pas forcément dans toutes les armées, qui sont apparues maintenant dans beaucoup d'armées. Bah, effectivement, par exemple, des Stormcast, eux, ils peuvent se TP n'importe où sur la table, par exemple. Bon, les unités qu'ils ont en réserve, elles se TP elles arrivent n'importe où sur la table. Donc, mais c'est vrai c'est plus fort. Mais de base, c'est qu'au déploiement pour les Stormcast, sauf avoir des orbes de relocation. Mais disons que pour la règle d'apparition et d'invocation via les bords de table, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est ça. Alors, en termes de listes, c'est quoi les grands types de listes en fait de Beast of Chaos qu'on peut jouer? Il y a vraiment énormément de possibilités. Première possibilité, on fait du classique, ultra classique, des hordes d'infanterie. Donc là, on va jouer de la masse. On va jouer beaucoup de Bestigor. Les Bestigor, c'est l'unité de base, j'ai envie de dire. C'est l'infanterie d'élite, quoi. Dans le principe, c'est de l'infanterie d'élite. Alors, il y a une gradation. Il y a les petits Ungor, là, ceux-là. Il y a les Gor, et puis les Bestigor. On se dit, la masse, c'est les Gor. Mais les Gor, en fait, c'est pas fou. Donc, en termes d'utilité, sur la table, on prend du Bestigor. En fait. Donc, moi, je vais faire une liste avec plusieurs blocs de 30 Bestigor, 2 ou 3, ça dépend. Et puis, c'est ça qui va être le cœur de mon armée, c'est ça qui va bouger très vite, c'est ça qui... les Bestigor, quand ça charge, ça fait 3 attaques, relance D1, relance D1 contre... Il y a différents petits bonus comme ça, donc... dans certaines configurations, ça tabasse un peu quand même. Donc, c'est vrai, parce que pour essayer de contextualiser un peu les choses, c'est vrai qu'on a vraiment les Ungor qui, eux... Alors, globalement, toutes les unités, que ce soit Gore, Ungor, Bestigor, si je dis pas de bêtises, sont très liés à avoir des bonus en fonction de la masse, donc à partir de 20 et 30. C'est ça. Le Ungor, c'est vraiment la chair à canon de base, en fait. C'est ça. Save pour Ave, mais ça vaut pas très cher. On s'en fout, ça permet d'écranter. On a les Gore qui sont un peu... leur problème, en fait, c'est intrinsèque, en fait. C'est que c'est un entre-deux. C'est que c'est un peu cher pour de l'écran et c'est pas assez fort pour taper. Et donc du coup, les troisièmes justement, c'est les Bestigor, donc un peu plus balèze. On est sur du socle de 25 pour les Ungor, 32 pour les Besties. 32 pour les Gore également, donc c'est ça. C'est une doléance aussi. Donc voilà, donc les Bestigor, c'est vraiment, je dis pas de bêtises, on a plus une attaque en charge. Donc c'est 2 attaques de base, plus une en charge, 4 plus de sauvegarde, ça c'est intéressant. Ça a un bonus si on frappe des unités qui sont plus de 10, donc on a plus 1 pour toucher. Alors je connais pas par cœur, hein, je peux me tromper, mais enfin on a un bonus si on tape des unités qui sont plus nombreuses. Si on relance les 1 pour toucher si on se bat contre l'ordre. Donc là, si on joue contre une masse de figurines d'ordre, c'est la fête. Si on joue contre autre chose, c'est un peu dommage. Des armées d'élite, pas très nombreuses, du coup, on perd une partie de l'impact en fait. C'est un peu l'effet qui se coule, mais c'est vrai que c'est un peu pénible. On a un peu le même genre de truc en Hightone contre les Stormcast. C'est cool, c'est fluff, mais en fait... c'est que contre les Stormcast, donc le reste du temps, ça sert à rien. Donc c'est un peu dommage. Et point intéressant du War Scroll, c'est qu'ils ont une rend native. Et ils ont une rend native de -1, une perforation native de -1. Donc, pardon. Donc ça, c'est toujours intéressant. Moins de sauvegarde, c'est plus de facilité de blesser. Donc ça, c'est l'unité vraiment la base. On en prend, c'est du bon. On se trompe jamais en fait quand on prend les Bestigor. C'est ça le principe. On peut utiliser les Gore. Alors les Gore, moi, pendant très longtemps, c'est nul, ça sert à rien. En fait, j'ai comparé un jour avec les Bloodriver de Khorne. Et on se rend compte que les Gore, en fait, c'est comme des Bloodriver. C'est pareil, c'est des socles de 32, c'est le même profil, c'est du 4+, pas de rend, dégâts 1. Et puis, c'est même moins cher que du Bloodriver. Alors là où le Bloodriver est intéressant, c'est qu'il y a plus de combos, en fait, avec le totem, avec machin. Les Gore ont moins de synergie.
mais ils sont moins chers. Et ce qui est intéressant avec les Gore, c'est que quand on leur met un bouclier, ils ont 4 plus de sauvegarde aussi, au corps à corps. Donc, ça fait une unité qui peut tanker un peu, pour pas cher, donc qui peut aller s'asseoir sur un objectif. Quand on a 30 Gore sur un objectif avec 4 plus de sauvegarde, c'est pas fou, mais si l'adversaire n'a pas un truc qui déboîte un peu, ça peut tenir un tour ou deux, et quand on tient un objectif un tour ou deux de plus, ça peut faire la différence. Donc ça peut être intéressant à ça. Les Ungor, c'est comme tu dis, c'est la chair à canon, on les invoque, on les sacrifie, c'est des écrans, ils servent... Un Ungor qui n'est pas mort à la fin de la partie, il n'a pas fait son boulot, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille, exactement. Donc, une liste classique, on va prendre, allez, on n'a pas peur de spammer, on va prendre 3 x 30 Bestigor, 3 unités de 10 Ungor en écran devant chaque, 3 chamans, puisque le chaman, il va booster les Bestigor, il donne plus 3 de mouvement à une unité de Breherd, donc Bestigor, Ungor, plus 3 de mouvement à une unité qui est entièrement à 12 de lui. Donc, voilà, on fait ça. 10 Ungor, 30 Bestigor, un chaman, 10, comme ça. Et puis, du coup, tout ça, ça fonce dans le tas. Ça, c'est le build classique. Le build classique. Bon, c'est le build un peu no-brain, un peu teuteux. En vrai, on joue pas comme ça, parce que, bon, on met des Gore à côté de la pierre d'érable pour invoquer. On va peut-être varier un peu, on se met un... Mais de manière un peu caricaturale, c'est la première option de liste. On prend le bataillon, les Hombettes ont un excellent bataillon, la Horde Ravageuse, Desolating Beast Herd. Il est très bon parce que il permet de mettre toute l'armée dedans. Donc les Hombettes, c'est une armée en une pause. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que une pause, ça veut dire qu'on a toujours le choix de démarrer ou pas. C'est hyper important. Et ça, c'est hyper important. C'est un truc qu'on a tendance à négliger au début aussi quand on commence. Et en fait, on voit que typiquement, alors c'est peut-être moins vrai sur des Beast of Chaos, mais il y a des armées qui manquent de projection et qui n'ont pas de bataillon comme ça qui leur permettent de descendre très bas en pause. Donc en fait, si l'adversaire a par hasard moins de pause, en fait, on se retrouve dans une situation où il va nous laisser le tour 1 et nous, on va quasiment rien faire tour 1. C'est ça. Donc de deux choses l'une, déjà, si on s'avance pour prendre les objets, on risque d'être à portée de charge. En plus, on s'expose à un double tour. C'est ça. Donc c'est hyper important dire que si on n'a pas la projection suffisante, il faut qu'on soit capable d'avoir le choix du T1. Ouais. Donc les Hombettes ont toujours le choix du T1. Alors il y a ce bataillon Horde Ravageuse qui est très bon, il a toute l'armée rentre dedans. Et alors j'ai redécouvert un peu les bataillons des dieux, on en parlera plus spécifiquement tout à l'heure, mais les bataillons des dieux sont très bons aussi parce qu'ils permettent de mettre toute l'armée dedans pratiquement. Okay. Donc on peut vraiment, on a plusieurs bataillons, une pause. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est marrant parce qu'en plus, justement, ces bataillons monopause, c'est un truc qu'on avait un peu vu disparaître au fur et à mesure des BT, qui est revenu un peu de nulle part avec Zench, mais c'est un truc qui est quand même rare dans le jeu. Après, c'est clairement un facteur d'équilibrage. Tu as une armée qui est très très forte, il n'y a pas de bon bataillon, ça limite un peu. Ouais. Tu prends une armée de tir City of Sigmar, un truc qui défouraille à mort. Si en plus c'est monopause et que tu as le choix du T1 et de dégommer la moitié de l'armée adverse avant même qu'il ait eu le temps d'avoir un tour, je veux dire, c'est compliqué. Il n'y a pas de jeu. C'est clair. Donc voilà. Quelque part, c'est cohérent. Pour moi, je trouve que c'est cohérent de ce point de vue. Donc ça, c'est la liste classique, un peu... voilà. Si on aime bien avoir des grosses masses, on peut faire ce genre de Si vous êtes un orc manqué, vous partez tout droit en TGV avec vos bus. Alors, ensuite, on peut varier cette liste de manière à optimiser certains aspects du jeu. Par exemple, on veut jouer de l'invocation. Donc on veut maximiser le nombre de figurines qu'on va invoquer. Comme tout à l'heure je disais, invoquer dès le tour 1 si on a un peu de chance, ou tour 2, une chimère par exemple. Ouais. On a 10 points d'invocation, bam. Donc là, en fait, on peut avoir ce genre de build, mais ça va se jouer beaucoup avec les personnages qu'on va mettre dedans et les façons dont on va les équiper. Donc on va donner certains types d'objets magiques aux héros. On va jouer une des grandes ruées. Les grandes ruées, c'est l'équivalent des Stormhost, des temples. Voilà. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de, je pense, quasiment le premier BT à avoir ce système de sous-allégeance. Alors,
Non, parce qu'il y avait déjà des BT d'avant, par exemple les Daughter of Kain qui étaient sortis C'est vrai. bien avant, ils avaient ça déjà, Donc- les Stormcast ils avaient ça aussi, mais comme c'était ce nouveau BT, c'est un des premiers qui a été ressorti, Ouais. c'est un peu même à la surprise de tout le monde, quand c'est sorti il y a un an et demi, les Zombettes ressortent, qu'est-ce qui se passe? Et oui, effectivement, il a ce système-là, donc on peut sélectionner, alors ça s'appelle les grandes ruées, une grande ruée, et il y en a une qui va permettre de transformer les points de commandement en points d'invocation. Ok. Donc dans ces cas-là, on va équiper nos héros avec des objets qui vont leur donner des points de commandement, et de manière à les transformer en points d'invocation, de manière à augmenter son nombre de points d'invocation. Donc, après, on peut jouer ça, on peut jouer d'autres listes, on peut jouer avec d'autres nombres, puisque là, l'invocation, elle va se faire beaucoup par rapport à cet équipement et à cette grande ruée. Et on peut effectivement maximiser, donc soit effectivement invoquer dès le début une chimère, un gros machin, soit utiliser ces nombreux points d'invocation pour invoquer plein d'unités, justement. Ouais. Donc j'invoque dès le tour 1, j'invoque 3 chars. Puis après, tour 2, j'en invoque encore 2, et etc. Et donc du coup, ça ne s'arrête jamais, quoi. Et on peut noyer l'adversaire. Donc ça, c'est une option qui peut être viable, ou pas, ça dépend. Si, encore une fois, si on joue contre un adversaire qui maîtrise ce genre de mécanisme, qui a une armée nombreuse, il va verrouiller son camp. Si tout ce que j'invoque, je l'invoque de mon côté, ça sert à rien. Ouais. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est moins décisif. C'est impactant beaucoup plus tard, en fait. Si j'ai l'habitude de jouer contre mon adversaire qui a 3 unités de Varanguard et puis un Archaon, il a 12 figurines sur la table, là je peux me permettre de faire arriver un nombre, donc là ça devient intéressant. Bon, toute chose égale par ailleurs évidemment, parce que Archaon dans une horde de Bestigor, c'est vite vu. Non, mais après, voilà, il ne faut pas oublier quand même qu'on est à chaque fois sur un jeu d'objets. Donc, si on a 2 packs qui contestent un objet à Archaon et qu'Archaon n'a pas moyen d'exploser les deux pour des raisons de portée, pas pour des raisons de puissance, évidemment, en fait, je leur dis, 2 Skink, ça prend un objectif à Archaon. C'est comme ça. Et donc, 2 Hunger aussi. C'est ça. 2 Hunger, ça peut voler un objectif. Donc, ça, c'est une variante à base d'invocation. On peut construire une liste qui va optimiser l'embuscade, justement. Ouais. Donc, sans forcément invoquer beaucoup d'unités, on va maximiser l'embuscade, c'est-à-dire que dès le premier tour ou au deuxième, je peux avoir énormément d'unités qui vont justement arriver en embuscade. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais notamment utiliser un des traits de commandement qui permet de faire arriver les unités qui arrivent en embuscade au deuxième tour et non pas au premier. Donc ça maintient l'incertitude de l'adversaire. Bon, alors il a mis 30 Bestigor et 3 chars en embuscade. Et du coup, je verrouille ma zone de déploiement pour ne pas me faire prendre un revers. Ça va durer 2 tours. Donc pendant 2 tours, il est obligé de rester pour... voilà. Donc ça a un impact sur le jeu de l'adversaire. Donc c'est intéressant. Alors, en termes de liste, une armée d'invocation, donc on va se baser sur la grande ruée Omni-Hard, All Hard en anglais. Donc, le trait de commandement du général, Booming Roar, c'est-à-dire rugissement furieux, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est cette aptitude qui permet de transformer des points de commandement en points d'invocation. Donc ça, on l'utilise tout le temps, et on va maximiser la génération de points de commandement. Pour ça, on a 2 objets magiques qu'on va pouvoir donner à n'importe quel héros. Donc soit l'œil omniscient, qui est un des objets incontournables en fait de l'allégeance. Ouais. Au début du tour, sur 4+, on génère un point de commandement. Alors, c'est sur 4+. Donc moi, j'aime pas trop ce genre d'objet magique ou ce genre d'unité où on a un effet sur 4+, parce que ça veut dire que la moitié du temps, ça marche pas. Je veux dire, moi, quand je vais au boulot et que ma voiture ne démarre pas un matin sur 2, je jette la voiture et j'en achète une autre. Voilà. C'est la raison exactement pour laquelle je ne joue pas Skragrott en général. C'est ça. Donc, bon, c'est le seul objet magique natif, c'est le seul mécanisme natif de l'armée pour générer des points de commandement. Donc là, du coup, on va le jouer. Une fois sur 2, on aura des points de commandement à dépenser. Ou alors, on peut remplacer cet objet par la broche d'Ether Quartz. Donc, ce fameux objet, la broche d'Ether Quartz, qui se trouve donc dans Marine Sorcery. Marine Sorcery. C'est le supplément donc avec les Endless Spells. C'est ça. Et donc la broche, à chaque fois qu'on dépense un point de commandement, on jette un dé sur 5+, on le regagne.
Donc si on est un petit peu chanceux, et du coup on peut générer. C'est des objets qui prennent leur sens quand on commence à dépenser beaucoup de points de commandement, justement. Donc avec l'un ou l'autre, moi j'ai tendance à préférer l'œil omniscient parce que c'est sur 4+, même si ça marche qu'une fois. 5+, c'est compliqué. Enfin, déjà, si on en enchaîne 2, c'est qu'on est quand même plutôt chanceux. Donc moi personnellement, je suis plutôt du genre à... Pas chanceux, c'est ça? À pas être trop chanceux, voilà. Donc on prend l'œil et puis et on va acheter aussi des points de commandement dans la liste. Alors avant le manuel du général, on pouvait en acheter autant qu'on voulait. Donc on jouait à 1800 points et on avait direct 4 points de commandement, donc c'est hyper important. Aujourd'hui, ça a été nerfé dans le sens où on ne peut plus prendre qu'un seul point de commandement maximum. Donc ça devient difficile de générer d'emblée un grand nombre de points de commandement. Les points de bataillon deviennent d'autant plus importants. Donc les points de bataillon, donc là du coup on est obligé de jouer un bataillon pour avoir déjà l'accès au deuxième artefact, et puis pour avoir le point de commandement plus, on achète un point de commandement, donc on démarre avec 3, premier tour 3, un point d'appel primordial généré de base, plus celui qu'on gagne, plus celui qu'on peut éventuellement générer avec l'œil, donc si on est un peu chanceux, on démarre tout de suite avec 6-7 dès le premier tour. Donc deuxième tour, on a nos 10 points, on invoque la chimère. Voilà. Même premier tour, si on a de la chance, c'est qu'on arrive à sacrifier plusieurs au hasard. On peut même taper, après on tape dans n'importe quelle unité, mais si on arrive à avoir un bon sacrifice, on génère 3 points d'appel, et donc dès le premier tour, on peut, si on est un peu chanceux, on peut avoir les 10 points et invoquer, invoquer la petite chimère. Une petite chimère. Et là, l'adversaire, il est surpris, il ne sait plus quoi faire, et déjà... On a déjà gagné. Déjà, on a gagné. De toute façon, tu as posé une belle fixe sur la table, donc déjà, moralement, tu as déjà gagné. Et puis si l'adversaire, il sait que la chimère, ça tabasse un peu... Fait la gueule. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les armées à base d'invocation. Alors, après, l'autre option, l'autre variante, ça va être donc sur une armée à base d'embuscade. Donc là, on va jouer sur une autre grande ruée qui s'appelle les sombres marcheurs, les Dark Walkers, où là, en fait, on peut se mettre en embuscade au deuxième tour, et pas uniquement au premier. Et on peut utiliser une aptitude de co qui fait que je dépense un point de commandement, je prends une unité et je la repositionne partout où je veux sur la table à plus de 9 de l'ennemi. Où on veut, et pas uniquement sur les bords. C'est l'aptitude qui s'appelle encerclement sauvage, Savage Encirclement. C'est fluff. Voilà. Et donc ça, c'est très fort en fin de partie, quand il y a moins de monde sur la table, et qu'il y a moins d'unités. Si on a réussi à faire un peu de kill et à éliminer des unités ennemies, plus on tue d'unités ennemies, plus on a de possibilités de se mettre. Ça peut être très fort aussi en début de partie, pendant que l'adversaire vient juste de déployer potentiellement. C'est penser au Séraphon, où en gros on se retrouve à lui foutre une ligne devant sa zone de déploiement, et en fait le mec il va déjà passer un tour à passer ce cordon, etc. Exactement. Donc c'est ce genre de mécanisme. On va jouer dans ce genre de liste sur ce genre de mécanisme. Et puis après, il y a deux trois petits combos assez sympas qu'on peut faire. Par exemple, là on prend, comme général, on va prendre un Doombul, le héros... donc le boss Minotaur. Le boss des Minotaurs, qui est un très bon héros, qui tabasse un peu. Et donc, on peut lui donner un artefact, par exemple la cape du champion, Champion's Doomcloak, plus 2 en charge. Donc ça veut dire qu'il arrive, il se TP à 9 et il charge à 7. C'est un héros, on peut relancer. Donc, là, on peut facilement, avec un Doombul qui charge, on peut faire des choses intéressantes. Ça fait des trucs. Voilà. Puis 7 relançables, on est à 80% de chance. C'est quand même, on commence à être un peu fiable, quoi. Du coup, c'est intéressant. On peut aussi, à la place, utiliser le Brave Blast Trumpet, c'est un des artefacts du bouquin. La trompette. La trompette, c'est bien. Voilà, qui permet de donner plus 1 pour toucher aux unités qui sont apparues à ce tour-là. Donc, je fais venir mon champion, donc le Doombul ou un Beastlord ou n'importe quoi. Je fais venir 2 unités avec des chars ou des bestigors. S'ils arrivent à charger, ils ont encore plus 1 pour toucher. La castagne. Donc voilà, donc si toutes les planètes sont bien alignées, je fais arriver ou je re-TP avec
mes 30 bestigors à 9 pattes l'ennemi, à côté du bonhomme, où le bonhomme est arrivé, je charge, j'ai raté, je relance, j'ai réussi une charge à 9, et ben si c'est une unité qui a plus de 10 figurines, j'ai plus 1 pour toucher, plus 1 avec plus 2 pour toucher. Donc je tape à 3+, plus 2. Déjà, ça fiabilise pas mal. Ça fiabilise. Ça peut être intéressant. Alors moi, j'aime moins parce qu'il faut réussir des charges à 9. Ouais. Donc c'est quand même un peu... Puis tu dépenses des PC, etc. Surtout qu'en plus, depuis la V2, on a quand même des PC qui sont archi intéressants à dépenser, que ce soit pour relancer les touches et relancer les saves. Et donc du coup, ils sont d'autant plus rares parce que on a envie de les utiliser encore plus souvent en phase de combat. Et en même temps, on en a moins parce qu'on peut plus en acheter 10 au début de la partie. Du coup, on est vraiment... Je trouve que ça rend le jeu vachement intéressant. Bon, même si je fais la gueule, je pense à Neferata. J'ai commencé la partie avec 5 PC et puis on dilue au fur et à mesure. Comme ça, le mec, il a toujours moins 2. Bon, dans les faits, il faut avouer que c'est pas forcément super intéressant. Et voilà, on est vraiment sur des PC qui sont de plus en plus rares. Donc, du coup, ouais, on comprend que c'est embêtant de baser sa strat sur des charges à 9 relançables. Ça peut être compliqué, ouais, ça peut être compliqué. Après, bon, c'est un effet qui peut être intéressant. C'est pas ultra fort, mais si ça fonctionne bien, ça peut être intéressant justement comme effet. Donc ça, c'est le principe en fait des unités à base, des armées à base d'embuscade, où on va essayer justement, pareil, de désorienter l'adversaire en faisant popper des unités un peu partout sur la table, et de créer ces effets justement d'incertitude où le gars, alors ça marche bien s'il n'y a pas énormément de figurines en face forcément, parce que plus le gars a d'unités, plus ça restreint effectivement les possibilités d'embuscade justement. Mais si effectivement il n'y a pas beaucoup d'unités, après on ne sait plus d'où vient la menace finalement. Donc c'est un effet qui donne une incertitude et qui est toujours intéressant parce que je suis obligé de rester là pour verrouiller la zone. Là j'ai l'objectif, mais il faut que j'aille chercher l'objectif. C'est ça, ça fait partie des armées où tu peux avoir un gros map control, un gros contrôle du territoire. De la carte. Et voilà, après, voilà, comme tout, ça a forcément des counters. Je pense à Séraphon, typiquement. Moi, quand j'étais Séraphon et que j'avais un peu le même genre d'armée, très prise de table, etc., on a toujours des mécaniques qui nous ennuient, les doubles activations, le vol, pour ne citer que lui. Mais voilà, on ne peut pas être fort contre tout, c'est sûr. Mais en tout cas, en termes d'intérêt de jeu, c'est assez intéressant. C'est pas je déroule, j'avance mon bloc et ma Destar. C'est pas toujours la même partie qu'on fait. Alors, la contrepartie de ces listes, c'est qu'effectivement, comme on l'a dit, c'est très consommateur en points de commandement. Mais les points de commandement, quand on est des hommettes, on en a énormément besoin pour réussir tous les tests de morale. Parce que dès qu'il y a un combat, les gores, les mâches, ça vole par poignée. Et moi, j'utilise beaucoup les commandements parce que j'ai pas envie de reperdre encore d'autres figurines. C'est un peu le tanky mou dont on parlait. Oui, ok, il faut s'attendre, quand on joue les hommettes, on s'attend à ce que les figurines... Ça défile, ouais. C'est la boucherie. C'est ça. Donc, mais au bout d'un moment, il faut quand même limiter ça un peu parce que sinon, après, on se retrouve très vite sans rien. Donc, les points de commandement, ça part énormément pour immuniser à la bravoure. Mais là, du coup, c'est des listes où on va utiliser les points de commandement pour obtenir un autre effet. Donc, on va être plus sensible à cette bravoure, à cette perte à ces figurines qui fuient après les combats parce que voilà, le combat, c'est dur. Donc, ce qui est intéressant dans ces listes d'embuscade aussi, dans cette liste Darkwalker, Sombre Marcheur, c'est que dans les règles d'embuscade, en fait, c'est uniquement les unités Breherd, c'est-à-dire les Bestigors, les Gors, qui sont éligibles à l'embuscade. Okay. Et dans une liste Sombre Marcheur, on va avoir la possibilité de mettre en embuscade des Minotaurs. Okay. Et le Doumbul, donc le Gorgon, puisque le Gorgon est Warherd. Okay. On peut mettre toutes ces unités-là en embuscade, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. D'accord. Donc là, c'est une possibilité très intéressante également, parce que du coup, on peut mettre en embuscade pas uniquement des chars ou... Des thons en embuscade, c'est un plaisir, quoi. Et ça, c'est le kiff. Surtout que, après, on ne rentre pas forcément dans le détail précis de toutes les petites combos, mais on a les Doumbul, ils ont une capacité de commandement native qui permet au Warherd je sais plus... et il se trouve que c'est les Doumbul, c'est les Gorgons, les Sigors, qui sont Warherd aussi. Donc, et comme cette capacité, des fois c'est un peu compliqué, il faut être Wally Within et tout, oui, mais là j'ai pas 30 Sigors à mettre, j'ai un Gorgon, ça. donc ça marche bien. Ok. Voilà. Du
coup, c'est une mécanique intéressante. C'est vraiment une des spécificités de cette sous-allégeance, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment ça. On joue sur ce mouvement et donc toute l'armée est éligible à ça. Donc c'est un point fort. Petite question, est-ce que le Doom Bull permet de faire passer les Minotaurs en ligne? Oui, ils sont en ligne si le général est un Doom Bull. Donc ça permet encore plus, à la limite, si on a envie de se faire un kiff pas forcément très opti, de partir sur une armée full Doom Bull Minotaur. Moi je veux ça. C'est comme des trolls. Je veux ça. Et donc là, on se fout avec des rhinos, des rhinotaures, le kiff en termes de figurines, ça peut être vachement sympa. Ouais, c'est justement ce qu'on disait, c'est qu'il y a pas mal d'armées qui n'ont pas en fait cette possibilité de faire des listes entièrement à thème, même si c'est pas fort, on s'en fout. Alors, et ça c'est cool. Du coup, on fait un petit aparté rapidement. Les unités de ligne, donc c'est les Gors, les Ungors. Ouais. Si le général est un Breard, c'est-à-dire le chaman ou alors le Beast Lord, les Bessigors deviennent ligne. Ouais. Si donc on vient de le voir, si le général est un Dombul, ben, les Minotaurs deviennent ligne. Si le général est un Chagot, les Dragonhawks deviennent ligne également. Donc en fait, n'importe quoi peut être ligne. Ouais. Donc on n'a aucun problème pour construire son armée en fonction de telle ou telle orientation qu'on veut faire. Donc ça c'est cool, hein. C'est-à-dire que typiquement, j'en sais rien, moi, vous avez envie de vous faire une liste à thème en fait. Hein. C'est des trucs qu'on peut pas faire sur certains BT récents typiquement. Voilà, si vous avez envie de... Ce qu'on disait en fait, par exemple sur les Ossiarches, on avait envie de se faire une liste à Yarklord, cavalerie, avec... voilà, ou alors très élitiste à base de Morghast. Bon bah voilà, il y a 2 lignes, point, et le fait de changer votre général ne change pas les lignes de votre armée. Du coup, ça formate énormément la liste. C'est ça. Là, on a une grande liberté. Ça rentre dans le point fort qui est la diversité de l'armée dont on parlait tout à l'heure. Voilà, on peut faire plein de choses différentes. Alors, donc, puisqu'on parlait d'armée à thème, donc une autre possibilité de construction de liste, ça va être de baser l'armée sur des hordes d'infanterie monstrueuses. Alors, déjà, en termes de jeu, bon, on a le kiff de se faire une armée d'ogres, de dragons-ogres, ils viennent d'arriver, ou une armée de minotaures, mais en termes de jeu pur, pourquoi on voudrait jouer des infanteries monstrueuses? Les infanteries monstrueuses, en fait, elles ont deux avantages, deux avantages très intéressants. Donc, premièrement, c'est que elles ont souvent en plus, c'est des unités qui bougent bien. Elles ont une puissance de feu très concentrée, c'est-à-dire que c'est des mastocs qui tabassent, et on a moins de figurines. Donc sur un front relativement étroit, on va avoir plus de puissance de frappe qu'une unité large. Donc on peut taper plus dans des endroits étroits, sur des tables encombrées de décors, ou s'il y a plein d'unités partout, ben ça peut être intéressant d'avoir des unités qui peuvent se faufiler plus facilement. Moins sensible à la riposte aussi. Moins sensible à la riposte également. Et donc, le corollaire de ça, c'est que comme j'ai une puissance de feu concentrée parce que je occupe moins de place. Et donc, c'est ça qui est intéressant parce que je peux effectivement, au LVO typiquement, Philippe m'avait raconté sa première partie, il y avait des décors partout, c'était impossible de bouger dessus. Donc là, si j'ai 3 Minotaurs, ça manœuvre plus facilement que 30 Bessigors ou 30 Gors, forcément. Il y a aussi un truc, c'est que tout bête, c'est que quand on commence à être un peu plus résistant avec un peu plus de PV, on perd moins de figues. Et donc, on peut potentiellement moins souvent être amené à claquer des PC pour immuniser à la bravoure. Ça peut être ça. Ça peut être tout à fait ça. Après, les infanteries monstrueuses, elles ont 2 gros inconvénients. C'est que, d'une part, elles sont sensibles aux pertes de figurines. Donc, je rate un test de bravoure, je perds une figurine. C'est le drame. C'est ça. Et puis, typiquement avec des infanteries monstrueuses qui vont avoir un moral relativement faible, je me fais crier dessus par une Banshee ou un Terrorgeist, je perds 2 figurines, là ça pique. Ça pique, ça fait très très mal. Donc ça c'est cette sensibilité. L'autre très gros problème, c'est que c'est moins de figurines, donc ça prend moins d'objectifs, ça prend les objectifs moins bien. 3 skinks, ça prendra un objectif à 2 Minotaurs, donc voilà. Donc ça c'est le problème. Donc c'est pour ça que généralement, alors on peut tout à fait décider de faire une armée complète avec que des Minotaurs ou que des Dragons-Ogres, mais là on ne se facilite pas la vie. On va souvent du coup coupler les grosses unités d'infanterie monstrueuse avec de la masse, de la masse pas chère. Donc
donc des gores typiquement, ou des ungors. Et donc là, on va avoir les infanteries monstrueuses qui vont aller taper, qui vont aller occuper l'adversaire. Ouais, vraiment des frappes chirurgicales. Voilà, ou pas. Théoriquement. Théoriquement. Et puis d'avoir justement ces grosses unités d'infanterie qui suivent derrière, dont le but n'est pas d'aller au corps à corps, mais qui va être de s'asseoir sur un objectif et puis de le tanker le plus longtemps possible. C'est ça le principe. Alors, du coup, on a dans l'armée, on a le choix, les dragons ogres ou les minotaures. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, moi j'ai remarqué, quand on discute un peu sur les forums ou avec les gens, les dragons ogres, en fait, ils ont très mauvaise presse. Parce que quand on voit les profils, c'est pas fou. Ouais. En vrai, si je prends le mec de base, le Minotaure, il a 3 attaques dégâts 2, le Dragon Ogre, il a 6 attaques dégâts 1. Donc, en fait, quand on observe bien, c'est à peu près équivalent en termes de tanking. Alors, il y a quand même une petite différence qu'il faut signaler. Là, c'est des vieilles figurines, donc je les ai soclées sur les mêmes socles. Les socles des Dragons Ogres sont plus gros que les socles des Minotaures. Ils sont surtout plus profonds. Ils sont un petit peu plus larges, mais ils sont surtout plus profonds. Donc ça, c'est quand même important parce qu'on dit que l'intérêt, c'est de prendre pas beaucoup de place. Forcément, quand on a un Dragon Ogre qui a une figurine comme ça, et puis qui frappe aussi bien qu'un Minotaure qui a un socle comme ça, c'est pas un avantage, c'est pas un argument en faveur des Dragons Ogres. C'est clair. Mais on a des mécaniques différentes. Les dragons ogres, on va les jouer avec le Shaggoth. Le Shaggoth qui est très bon qui donne des buffs intéressants pour les dragons ogres, notamment qui va leur permettre de se soigner. Ouais. Et donc ça c'est très intéressant parce que quand on n'a pas beaucoup de figurines avec un gros PV, et ben, si on peut en soigner de temps en temps, ça augmente un peu la tankiness des bonhommes, quoi. Le dragon ogre Shaggoth, en fait, qui est un peu ce qu'est le Doom Bull au Minotaur, en fait. Hein. C'est vraiment le boss de ce type d'infanterie et d'unité. Alors, si on se fait une armée à base de Minotaurs ou avec des Minotaurs, on prendra un ou plusieurs Doom Bulls. Les Doom Bulls, ils ont baissé dans le dernier manuel des générales, ils sont à 100 points. Okay. Donc 100 points, on en met 3 dans l'armée, direct. Si on joue une armée à base de Dragon Ogre, évidemment, on prendra un ou plusieurs Shaggoth. Ouais. Le Shaggoth, il est un peu plus cher, mais le Shaggoth, il est vachement plus intéressant. Enfin, il est très intéressant. C'est un très bon personnage. C'est un très bon personnage. On va en parler un petit peu parce que c'est un sorcier. Donc, il a des très bons sorts. Et puis, en même temps, c'est un bourrin de corps à corps. Donc, ça peut être compliqué de jouer sur les deux tableaux parce que si j'ai mon dragon ogre qui est là, qui buff, qui lance des sorts, qui a un bon objet magique, et si je le perds, c'est le drame complet. Ouais. Mais en même temps, si je l'envoie pas au charbon, c'est un peu dommage, quoi. Je n'exploite pas la figurine à son plein potentiel. Donc, surtout si on joue à petit format, si je joue à 1000 points, je ne peux pas me permettre d'avoir... alors, je ne sais plus à combien il est, mais je ne peux pas me permettre d'avoir un Shaggoth qui est derrière et qui fait rien. Donc, au bout d'un moment, il faut prendre des risques, il faut y aller. La solution, c'est d'en prendre plusieurs. On en prend un qui va être le héros, qui va... Totem, qui va buffer mes bonhommes, qui va lancer les sorts. Il a un sort qui est... Quand il était sorti, c'était complètement fou. Ça divise le mouvement d'une unité par deux. Alors depuis, il y a eu beaucoup de BT où on a retrouvé ce genre de mécanisme. Donc relativement aux autres BT, ça redescend un peu. Ça redescend un peu parce que les autres sont mis à niveau. Mais quand c'est sorti, il n'y avait que lui qui faisait ça. Oui, puis c'est pas si souvent en fait qu'on touche au mouvement adverse. Et ça c'est très bon parce qu'en face, il y a un Gotrek. Le Gotrek, j'ai rien pour le tuer avec les hommes. Bon, je lui divise son mouvement par deux, déjà, il m'embête moins. Il bouge de deux. Il bouge de deux, il ne peut pas se TP, je peux tenter de l'ignorer. Pareil, alors, toute proportion gardée, évidemment, avec d'autres personnages que je vais avoir du mal à tomber. Si en divisant le mouvement par deux, si ça passe, déjà, c'est une manière de contrôler sur des gros packs très élitistes, hein, tu penses aux trucs forts de CAC actuellement, si on pense par exemple au Mortek ou au Ransgard. Quand on divise ton move par deux et que tu as un move de base à 4 dans les deux cas, ça fait un peu la tronche, quoi. C'est ça. Donc le Shaggoth, c'est un très bon personnage. Moi, je pense qu'on peut en mettre facilement deux dans une armée basée sur des dragons ogres. On en met deux. Un qui va être plutôt totem, et puis à la limite, si l'occasion se présente, il fonce, il tabasse.
Et puis l'autre, ça reste un sorcier, il peut dissiper, et puis mais par contre lui on l'envoie, et si jamais il meurt, et ok, c'était prévu qu'il meure, et donc c'est moins grave. S'il a nettoyé un peu, ça fait le taf, quoi. S'il a nettoyé un peu, c'est pas mal, parce qu'ils ont un bon profil. Hein. Je pense qu'en termes de combat, il est un petit peu meilleur que le Dombul. D'abord parce qu'il est une meilleure allonge, donc ça c'est aussi un argument, parce que je veux l'envoyer au corps à corps, mais je veux pas qu'il prenne trop de baffes, donc je l'envoie derrière un écran de gore ou de bestigore. Et il peut taper par-dessus. Il peut taper par-dessus. Donc il a une bonne allonge, il a plusieurs profils d'armes, donc au corps à corps c'est quelque chose d'intéressant qu'on peut exploiter. Donc alors après, on peut construire cette liste avec des dragons ogres ou avec des minotaures de cette manière-là. Donc en type d'exemple, par exemple si on fait une liste d'armées avec des dragons ogres, moi je me suis construit un exemple de liste où j'ai mis carrément 3 dragons ogres, 3 chagottes. 3 chagottes. Direct, on n'a peur de rien. 3 chagottes, 3 unités de 3 dragons ogres. Donc on va avoir 3 dragons ogres, le chagot correspondant derrière, qui va buffer l'unité en question. Les écrans en gore indispensables. Et puis derrière, avec les points qui restent, on se garde un chaman. Un chaman, voire 2 éventuellement. C'est super fort. Super fort. Et puis on prend un peu de masse, on prend des gores, on prend 2 fois 30 gores par exemple. Et donc ça fait 2 grosses unités, et ces unités, c'est elles qui vont aller contrôler les objectifs. Ou tenter de contrôler les objectifs. Avant de mourir dans d'atroces... parce que ça meurt bien. Ça meurt bien. Ça meurt bien. On prend le bataillon correspondant, Thunderscore, Stormherd. Bon, c'est le bataillon des dragons ogres. Il n'est pas fou parce qu'il n'y a que les dragons ogres dedans. Donc là, on n'a plus l'armée qui pose. Les dragons ogres, ils sont que dans ce bataillon en fait. Peut-être dans les bataillons des dieux sombres, il faut vérifier. En tout cas, c'est vraiment cool de voir que dans ce BT, il y a vraiment cette logique de thème avec des bataillons par type d'unité aussi. Oui, tout à fait. Donc, donc ça marche bien. On peut faire exactement le même genre de liste avec des minotaures à la place. Mixer les deux, on peut. Bon, en termes de gameplay, c'est moins fou parce que forcément le chagot il va pas buffer les minotaures, le dombul ne buffera pas les dragons. Mais enfin, on peut construire du coup son armée à thème avec des grosses unités d'infanterie qui ont du style, et puis derrière de la masse de troupailles qui sera réutilisable dans toutes les armées en fait. Donc à la limite, on est obligé de les avoir quelque part. C'est une bonne base. Donc on peut avoir cette masse, et c'est cette masse-là qui va faire la présence sur la table. Et puis derrière, toujours les embuscades, les chars qui pop, etc. Donc ça peut être très intéressant comme mécanique. Ensuite, une autre possibilité de construction de liste, et c'est là où on va utiliser toutes les possibilités infinies offertes par le chaos. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer des armées d'hommes bêtes, ou plutôt d'inclure des hommes bêtes dans les armées des différents dieux. Alors on a vu en début que c'est une dégénérescence complète. Fluffiquement parlant. Fluffiquement parlant, mais enfin en termes de gameplay, c'est énormément de possibilités de jeu qui s'offrent à nous. Donc là par exemple, j'ai une armée d'hommes bêtes. Et j'achète le Blood Secrator. J'achète le Blood Secrator qui est l'unité must-have de toute armée de cornes qui se respecte. Un général corne, et j'ai une armée de cornes. J'utilise... Pour cela, je vais utiliser donc les bataillons marqués par les dieux qui sont définis donc dans le BT. Donc les profanateurs d'airain pour une armée de cornes, la fantasmagorie je kiffe le nom, la fantasmagorie du destin pour du Tsench. Et parce que ces bataillons, en fait, ils appartiennent à la faction Beast of Chaos. Ils appartiennent aussi aux factions des dieux correspondants. Ok, donc on peut les jouer. Donc, je veux jouer Khorne, j'ai accès au bataillon profanateur d'airain. Et à toutes les unités qui sont dedans. Et comme je disais en début de vidéo, ces bataillons sont très intéressants parce qu'ils permettent de contenir pratiquement toute l'armée aussi. Avec les restrictions spécifiques. C'est-à-dire que dans le bataillon Khorne, il n'y aura pas de sorciers. Dans le bataillon chaman, dans le bataillon Tsench, pardon, on va en trouver beaucoup. Donc voilà, du coup, je peux réutiliser mon armée pour jouer une autre armée, en fait, une autre allégeance. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça va me permettre de faire une transition en douceur. Si jamais je kiffe Tsench, parce que le BT vient de sortir, je veux jouer Tsench tout de suite, j'ai mon armée, je peux la réutiliser le temps que je peigne 120 euros, par exemple. C'est vrai que moi, c'était une question que je m'étais posée justement à un moment où j'hésitais un petit peu, parce que j'adore les figues de Beast of Chaos.
Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est vrai que ça pourra me permettre, si je pars un peu sur du Tsangor ou des trucs comme ça, de jouer du Zench. Et on retrouve quand même pas mal ça au niveau du KO, même, on va dire, interjeu, hein, au niveau 40 KOS. Ça fait partie, le KO, c'est vrai que bah, c'est. Même quand c'est pas universel, c'est universel. Donc ça, c'est un des gros points forts, effectivement, de l'allégeance KO. C'est un niveau de complexité, parce qu'on voit sur les forums, il y a des gens qui se posent des questions, mais comment ça fonctionne, comment je fais ça n'existe que dans le KO. Ouais. Dans l'ordre, je ne peux pas mixer autant que ça. Même si parfois on peut trouver certains bataillons qui peuvent inclure des troupes d'autres allégeances. Keys of Sigmar un petit peu, voilà, mais c'est nouveau. Mais vraiment, le KO, donc... alors après, il faut rentrer dans la spécialisation, de l'armée de l'allégeance correspondante. Ouais. Donc là, il faut que j'aille chercher qu'est-ce qui, dans l'allégeance corne, par exemple, va me donner une synergie intéressante avec mes hommes bêtes. Donc typiquement, on va parler du Blood Secrator, plus une attaque aux unités de corde, et du coup j'ai plus une attaque sur mes Bestigor par exemple. C'est ce qui avait emmené Metin à l'ETC avec l'équipe turque, avec du Korngor. Et du coup, tous les buffers, Blood Secrator, etc. Quoi. Gros truc d'impact. Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne joue plus des bêtes de chaos, on joue du corps. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus la pierre des hardes, on n'a plus accès au domaine de sort des Beasts of Chaos, etc. On joue une armée de cordes qui inclut des hommes bêtes. C'est ça. Donc là, on sort un petit peu du BT en lui-même, mais c'est pour parler de ce qu'on peut faire avec ces figues. Alors, un point intéressant à propos des chamans. Les chamans, ils ont droit au Endless Spell de la faction des hommes bêtes. Et pour lancer un des Endless Spell de la faction des hommes bêtes, il faut que le sorcier soit un chaman. Il n'est pas obligé d'être dans une armée de Beast of Chaos. Donc si je joue une armée de Tsench, avec un chaman dans mon bataillon Fantasmagorie du Destin, j'ai le droit de lancer les Endless le taureau et les Endless des hommes bêtes. Donc ça, c'est quelque chose c'est un effet intéressant, puisque ça ouvre encore des possibilités. C'est vrai que les Endless sont ramenés par un mot-clé. En fait, on dit qu'un Endless de tel type peut être lancé par un sorcier de tel type. Donc, en fait, c'est vraiment le chaman qui va ramener son Endless dans une autre allégeance. Quoi. Alors, après, il faut connaître les allégeances correspondantes. Bon, moi, j'ai regardé un petit peu Khorne, j'ai regardé un petit peu Tsen, je ne connais pas trop les allégeances de Slaanesh ou Nurgle. Il y a plein de possibilités de les réutiliser, simplement parce que, voilà, on n'a pas assez de figurines de Nurgle pour faire une armée de Nurgle complète avec autre chose, ou on recherche un effet particulier, et à ce moment-là, des Ungor ou des Bestigor ou des choses comme ça, ça va permettre d'atteindre l'effet. Donc, bon, là, il faut poncer un peu les BT. Il y a eu aussi le Battle Tome Slave to Darkness, donc les esclaves des ténèbres, qui fait la part belle au chaos universel. Alors là, c'est la grosse doléance que j'ai, c'est qu'en fait, le BT Slave to Darkness et le BT Beast of Chaos sont complètement étanches en fait. Dans une armée de Beast of Chaos, on peut prendre des alliés esclaves des ténèbres, mais ça s'arrête là en fait. Faut le mot-clé. Il n'y a aucune synergie possible entre les deux. On n'a pas de bataillon qui s'inclut dans l'une ou l'autre armée. Et je trouve que c'est très dommage, puisque justement, le BT Slave to Darkness, c'est le BT qui réintroduit le chaos Undivided, le chaos universel. Et il n'y a aucune synergie avec les vrais représentants du chaos universel, que sont dans le fluff, en tout cas, les hommes. Surtout qu'en plus, on a eu beaucoup de synergie entre Slave to Darkness et par exemple Tzeentch, voire Nurgle, voire en fait les dieux du chaos marqués. C'est vrai que c'est un peu dommage de voir que c'est complètement disjoint. C'est complètement disjoint, et donc moi quand j'ai lu le livre Slave to Darkness, du coup je recherchais ce genre de synergie qu'on pouvait trouver, voir s'il y avait des nouvelles possibilités de jeu. Il n'y en avait pas, donc déception. Et alors, très grosse déception avec la colère de l'élu éternel, le BT qui est ressorti, où là on retrouve toutes sortes des nouvelles listes possibles pour tous les dieux. Et là encore, rien. Il y a une nouvelle liste chaos universel avec Be'lakor qui chaos ascendant. Des trucs assez forts en plus. Ouais, la légion du chaos ascendant, si je dis pas de bêtises. Et pareil, là encore, aucune synergie. Et du coup, on n'a rien eu. Et de là, grosse déception pour. Surtout qu'ils l'ont fait pour Nurgle en plus, parce que Nurgle c'était un vieux BT qui avait même pas ce système de sous-allégeance. Ils ont offert ce système de sous-allégeance avec la colère de l'élu éternel.
Du coup, voilà, ça permet de remonter un peu le BT sans faire un BT top tier. C'est vrai que ça aurait pu valoir le coup de remonter un peu les Beasts of Chaos. Ouais, ça aurait choqué personne, quoi. Ça aurait choqué personne, ça aurait été super fluff. Et donc, bon, c'est assez dommage par rapport à ça. Donc, avant de terminer un petit peu sur tout ça, on va quand même aborder un petit peu leur place dans le méta actuel et du coup parler d'une liste qui pourrait peut-être un peu tirer son épingle du jeu en fonction de la façon dont en fait, les différents, on va dire, en fonction du méta actuel et des armées qui commencent à avoir un rôle important. Oui, donc on a vu apparaître récemment avec donc les Ossiarch, avec les Slave to Darkness, les guerriers du chaos qui ont des grosses sauvegardes d'armure, qui peuvent relancer, donc des armées très tanky. Il y en avait déjà quelques-unes, bon, il y avait des Stormcast, mais des armées très tanky, et aujourd'hui, les bêtes du chaos, c'est un peu à la traîne en fait en termes de compétitivité. Mais un des avantages, c'est que c'est une armée qui a beaucoup de perforation. Donc les bestigors natifs, les minotaures, il y a beaucoup d'unités qui peuvent avoir de la perforation. Et ben donc contre une armée très tanky, en maximisant la perforation, et ben c'est plus la même chose. Comme on dit, un guerrier du chaos qui a 4 plus de sauvegarde relançable, il se prend un coup de tronche de minotaure N-2, ben, s'il se relançable, c'est plus la même chose. Donc il y a moyen de jouer en maximisant la perforation de manière à, malgré tout, taper dans ces armées de manière un peu plus facile. C'est vrai que c'est la réponse en fait. Quand on commence à avoir des relances, c'est-à-dire énormément de fiabilisation, la moindre reine va faire sauter ça, quoi. Par exemple, quand on passe d'une 4 plus, d'une 3 plus relançable à une 4 plus relançable, voire une 4 plus relançable à une 5 plus relançable, bah voilà, on va passer de 75 à 4 neuvième, ça fait quand même une belle diff, quoi. Ça peut faire une différence, voilà. Et donc, il y a beaucoup de mécanismes dans l'armée pour augmenter la reine de base. Donc de base, il y a un sort du chaman, Viltide, j'ai oublié le nom en français. On le passe sur une unité, moins 1 à la sauvegarde. Une unité ennemie qui est dans le rayon de la pierre des hardes, moins 1 à la sauvegarde. Donc déjà, c'est déjà 2 effets très intéressants. Dans ces cas-là, pour maximiser la reine, on va maximiser les unités qui ont de la reine, justement. Donc les Dumbules, les Bestigors, les Chimères. Les Chimères, tête aviaire qui est moins 2 ou moins 3, je ne sais plus, en reine. Donc le Dumbule, grosse reine de base. On lui donne l'artefact qui va bien, le cleaver du taureau d'airain, donc perforation moins 3, direct. Donc voilà, contre un gros héros, moins 3 de perf, l'armure, ça saute. Ça saute, quoi. Donc, il faut savoir que c'est important de jouer là-dessus parce qu'il y a peu de génération de mortels, de blessures mortelles dans l'armée des Beasts of Chaos. Donc on ne peut pas générer de la mortelle pour faire du kill et contourner l'armure. Donc on va contourner l'armure en la démolissant, tout simplement. On n'a pas de magie offensive avec distributeur de BM comme on peut avoir en Séraphon par exemple. C'est ça. Donc non, ça n'existe pas. Les générations de mortels, ça va être les Endless Spells, où non, il y a pas, il y a très peu de choses qui infligent de la mortelle de base en natif. Donc on a dit des chamans avec ce sort Viltide, on a un autre chaman qui pourra utiliser le sort Furie Titanesque. On lance ça sur un Behemoth, un monstre, et le monstre gagne plus une attaque sur tous ses profils d'armes. Donc voilà, on a une chimère avec 4 attaques, ou je ne sais plus, de tête aviaire qui a une bonne perforation, on lui donne une attaque en plus, c'est bon. Je trouve que c'est intéressant sur tous ces Behemoths qui ont plein de profils d'attaque. Parce que la moindre attaque supplémentaire qui est distribuée sur tous les profils, ça commence à faire beaucoup. On a vu que dans le dernier manuel du général, les Dumbules ont diminué en points, ils sont à 100 points maintenant. Donc on a besoin de reine, on a un héros à 100 points, on en met 3 direct, on en met plein. Donc on va utiliser ça. Donc on peut faire ce genre de liste avec, par exemple, on va mettre, alors qu'est-ce que j'avais noté, 3 Dumbules, donc un avec l'artefact en question, 2 chamans avec les sorts en question, les Ungor pour faire les écrans, 3 unités de 3 Minotaurs, donc perf moins 2 sur les haches, donc c'est hyper intéressant. On va prendre des chimères, une ou deux, et puis après, toujours pareil sur le principe des gores pour faire de la masse et occuper les objectifs. Et là, on est plutôt bien en fait. Toutes les grosses attaques qu'on a vont avoir reine moins 1, moins 2, voire moins 3 pour les héros un peu boostés.
en plus augmenté avec les sorts qu'on a pu fournir. Et donc là, alors, c'est pas auto-win, bien sûr. Ça va rester compliqué contre une armée d'Ossiarch qui est bien jouée, qui maximise bien. Mais ça nous donne un peu de répondant. C'est clair. On a besoin en fait de ces. Déjà, on a la possibilité de faire des armées très élitistes. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est aussi dû au nombre d'entrées impressionnant qu'on peut avoir dans le BT. Mais voilà, en plus de ça, comme tu disais, il y a beaucoup de mécanique pour encore améliorer cette perforation d'armure. Et vu qu'on se tourne, comme tu dis, vers des métas de plus en plus tanky, les Chaos Warriors qui sont, s'ils sont plus de 10, c'est de la 3+ relançable. Les Ossiarch, c'est pareil. Voilà, c'est important de pouvoir répondre à ça, quoi. C'est important de pouvoir justement se reposer sur ce genre de mécanisme, mais on a ce genre de mécanisme. Alors du coup, dans la méta, en fait, c'est quoi le problème avec les embêtes? On en voit très peu. Donc avant de venir, j'ai fait un tour sur le Facebook des embêtes et de manière prophétique, quelqu'un posait la question comment ça performe dans la méta. Et tout le monde répondait c'est nul, on n'en voit jamais. Effectivement, en termes de compétitivité, les embêtes, c'est plutôt dans le dernier tiers. Pourquoi? Deux choses. Ça ne fait pas assez de dégâts. Donc, on a beaucoup d'unités, mais les Bestigors, ok, ça peut avoir 2 ou 3 attaques, dégâts 1. Mais aujourd'hui, dans les armées top tier, c'est clairement pas au même niveau, quoi. Là, en termes de létalité, la létalité de la meilleure unité qui tabasse, elle est sans commune mesure avec ce qu'on peut trouver. Je sais pas, des moines de la peste full buffés malgré leur nerf. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Qui au moins sature énormément, du Earthguard, des choses comme ça. Donc on fait pas assez de dégâts en fait pour être capable de déboîter l'armée adverse suffisamment tôt pour ensuite assurer le reste de la partie. Et puis ça tank pas suffisamment. Donc on est sur un tanking mou, mais bon, face à des armées qui tondent le gazon, je veux dire, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc aujourd'hui, c'est ça le double problème. Parce qu'il y a plein de possibilités, il y a plein de règles, il y a plein de possibilités de tuner son armée de manière à l'adapter au scénario, à ses adversaires, de faire quelque chose de générique. Si je vais à un tournoi solo, je peux faire une armée générique qui peut être bien sur la plupart des scénarios, par exemple. Mais je tank pas suffisamment, donc si en face je tombe sur du Tsench avec des flammeurs, je vais me dépoper l'armée en un tour, voilà, la partie est finie. Et moi de mon côté, c'est impossible que j'extermine 20 horreurs et toutes les bleus en un tour. C'est impossible, je pourrais jamais y arriver. Donc je suis complètement à la merci de ce genre de liste. Et donc contre ça, je suis complètement démuni. En fait, on peut pas lutter. C'est vrai que c'est un BT qui est... Moi, je pense que c'est la seule allégeance contre laquelle j'ai jamais joué. On n'en voit jamais. Et c'est vrai que, c'est vrai que c'est dommage. Il y a tellement d'entrées, il y a tellement de trucs que... En plus, ils ont des mécaniques de mouvement qui sont hyper intéressantes. C'est vrai que s'ils pouvaient envoyer potentiellement un peu plus... Ça pourrait envoyer plus. Si déjà... alors, bon, on n'en voit jamais. C'est pas uniquement parce qu'en termes de méta, c'est pas... on n'en voit jamais parce que c'est pas une armée sur laquelle il va y avoir une grosse hype. C'est une armée pour ceux qui ont déjà une armée, qui viennent de battle comme on a ici. Un nouveau joueur qui va se mettre sur les Beasts of Chaos parce que c'est trop cool, il n'y en a pas beaucoup. Les nouveaux joueurs, parce qu'ils veulent se mettre sur une armée trop cool, ils vont faire du Luminette, ils vont faire du Ossiarch, ils vont faire des trucs qui parlent comme quand les gobelins étaient sortis, il y avait une méga hype sur les gobelins, tout le monde voulait faire des gobelins et ça se comprend. Les embêtes, j'ai envie de dire, ça fait pas rêver. Donc c'est classique. C'est aussi pour ça qu'on en voit peu. Maintenant, le fait que ce soit pas forcément très, très fort en termes de puissance intrinsèque de liste, ça n'aide pas forcément à inciter les joueurs à jouer ça. C'est clair. Donc au final, si je reviens sur ce qu'il disait sur ce post dans la liste, c'était ça fait pas assez de dégâts, ça tank pas suffisamment. Et puis c'est une armée de spécialistes en quelque sorte. Alors on s'éclate, on se fait rouler dessus, mais on s'amuse parce qu'on peut faire plein de listes différentes, on peut jouer de manière mais bon, au bout d'un moment, il faut aussi, on aime bien. On aime bien gagner de temps en temps. On aime bien gagner de temps en temps, même si c'est contre ses copains. C'est encore mieux. Voilà. Après, c'est sûr que si on gagne avec des embêtes, on a
fait une belle partie, Ouais. on a performé, c'est du skill, ça apprend à jouer. Ça apprend à jouer un maximum, ça apprend à jouer les mouvements, ça apprend à jouer, à contrôler. Après, il faut être très fin sur les mouvements d'engagement, sur les mouvements de charge, le positionnement, parce que là, une erreur, ça pardonne peu. Bah, c'est clair, de toute façon, sur toutes ces armées qui sont un peu, on va dire, statistiquement, hein, enfin, très factuellement en dessous, bah, en fait, la moindre erreur peut se payer très cher, quoi. C'est ça. Voilà, il y a des armées qui vont être, voilà, si vous êtes joueur expérimenté, vous pourrez sûrement vous en sortir contre des armées très fortes parce qu'il y a plein de tricks à faire. Maintenant, c'est sûr que si vous commencez en même temps qu'un joueur aussi Arch ou Fire Slayer et que vous débutez tous les deux, vous allez prendre un peu de temps avant de revenir au niveau, quoi. C'est ça. Donc, c'est aussi un peu générateur de frustration quand même, parce que je me souviens, un tournoi que j'ai fait à la WAC Taverne, donc c'était l'année dernière ou il y a un an et demi, je ne sais plus, et je joue contre un joueur Flesh Eater courte. Donc il avait ses 3 Terror Guys ou Dragon Zombie, je ne sais plus. Donc bon, moi je j'attendais pas trop de la partie, je savais que c'était très fort, ça venait de sortir à l'époque. Et donc je mets en embuscade 30 Bestigors. Ils arrivent sur le côté, le joueur avait laissé un grand espace, donc ils arrivent sur le côté, et là ils réussissent leur charge à 9 sur le Dragon Zombie ou Terror Guys, je ne sais plus ce que c'était. Enfin le gros Bestigor. Oh, trop content, j'ai chargé. Donc, ok, j'arrive au corps à corps, les Bestigors ils ont chargé, 3 attaques par bonhomme, et ça déboîte, et le truc il lui reste 2 PV à la fin. Ouais. 2 PV, je dis bon, bah, je le finis au prochain tour, ok. Non, le truc se soigne, donc il se resoigne, donc du coup je le retape, mais comme je ne chargeais plus, donc j'avais moins d'attaques, il redescend à 2 PV. Et il se resoigne au tour d'après. Méga frustration. Ouais. Au bout d'un moment, tu as envie de dire, c'est bon, toi, je te déglingue. Ouais, puis en plus, c'est sûr que bah non. les terroristes, ça a moyen de faire sauter le pack de Bestigor entier d'un coup. C'est ce qui s'est passé à la fin, parce que bravo minable, j'étais loin de mes héros, donc je réussis pas mes trucs. Au bout de 2 tours, oui, il me restait moins de 10 Bestigor. À la fin, moins j'en ai, moins j'impacte, et donc et son truc, il a résisté. Et là, grosse frustration. Quand même. Ouais. Non, mais voilà, c'est clair. C'est clairement pas des armées autopilotes. Je pense quand même que c'est une armée. Moi, c'est une armée que j'aime beaucoup visuellement, et je pense. Enfin, j'ai du mal à croire que c'est une armée qui soit pas up d'une façon ou d'une autre, hein, que ça passe par des coups en point en manuel du général, que ça passe par des réécritures de certaines règles ou quelques errata. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, vu que le BT est quand même relativement récent. Bah là, le BT ne sera pas réédité rapidement, il a 1 an et demi. Games vient de finir de rééditer tous les BT, donc c'est pas pour repartir maintenant sur des mises à jour. Donc là, on va vivre avec ça encore au moins 2 ans, facile. Sachant que si je me souviens de l'expérience de Battle, les embêtes dans Battle, c'était déjà mauvais en fait. C'était mauvais. C'était pas ouf. Clairement, c'était pas une armée forte, leurs objets magiques étaient miteux, enfin c'était ça. Et dans Age of Sigmar, c'est la même chose. Donc, et c'est pas le genre d'armée qui va être remis à jour à chaque fois. C'est comme d'autres armées beaucoup plus emblématiques. Stormcast. Voilà, les Stormcast, ils vont avoir un rework, on le sait. C'est un peu la figure de proue pour Games aussi. Donc les Zombettes, on joue avec le BT tel qu'il est et on sait que ça va. Après, il y aura des mises à jour. Lors du dernier manuel de général, il y a eu énormément de baisses en coûts, des coûts en points. Sur les unités, les Doumbus sont passés à 100 points, les Sigors, les Gorgons ont baissé. Enfin, c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure. Tu dis, mais le Sigor, tu vois où le Sigor, ça vaut 150 points. C'est ça, quand on voit le truc énorme comme ça, on se dit, ça vaut au moins 200 points. Ah oui, 150 points, oui, ok, je comprends. Bon, c'est pas fou. Pour 150 points, ça peut être utile dans certaines situations. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà, donc c'est pas une armée très puissante, pas assez de punch, pas assez de résistance, mais vraiment, on a tous les outils pour en faire face à toutes les situations. Donc je joue contre un gars qui joue la magie, contre du Tsench où il y a plein d'horreurs ou des Kerik qui tous, tout le monde lance des sorts. J'ai mes 3 chamans, je mets un Sigor, je mets des trucs, j'ai la possibilité d'être un peu résilient. Mon adversaire joue Corne, je sais qu'il n'a pas de sorcier, du coup je vais m'orienter complètement différemment. J'ai des outils, je peux mettre des monstres, des choses. Si on est contre du tir, on a des moyens de mettre les choses importantes en fait. En fait, voilà. Donc je joue contre une armée de City of Sigmar, et je vais mettre la moitié de mon armée en embuscade, et donc pendant 2 tours,
n'a pas de cible. J'aurais que des hungers sur la table. Il ne peut pas déglinguer mes unités, c'est une manière de les protéger. Donc c'est une façon de jouer. Donc il y a énormément d'outils, c'est une boîte à outils énorme, il y a plein de choses. On peut diversifier son gameplay vraiment énormément. Donc, par contre, effectivement, on a ce petit manque de punch qui fait que ça peut être compliqué de jouer. Ouais. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir en théorie cette armée. D'ailleurs, on peut peut-être faire une petite référence, puisque tu as écrit un Tactica entier sur le Warfo. Alors, au niveau des ressources à utiliser, donc il y a plusieurs liens donc, au niveau des figurines. Il y a un groupe Facebook dédié aux embeds, bon c'est anglophone évidemment, mais il y a plein de joueurs qui partagent énormément de choses par rapport à l'armée. Il y a le Warfo, effectivement j'ai écrit le Tactica des embeds sur le Warfo, donc c'est tout ce qu'on vient de se dire, mais on rentre vraiment dans les détails des artefacts ou des unités, des points de commandement, des choses comme ça, donc si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers ce Tactica. Je mettrai le lien en description. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a... Bon, déjà, c'est pas mal. Bon, on n'est pas rentré dans le détail des War Scrolls. Il y a énormément de choses à dire sur la bande de Beastgrave qui vient de sortir, qui offre des possibilités de jeu très intéressantes. On peut rentrer dans pas mal de choses. Au niveau des alliés, donc les Slave to Darkness sont alliés. Il y a énormément de choses Slave to Darkness qu'on peut inclure dans une armée pour, pareil, agrémenter la liste, la diversifier encore. Donc voilà, donc on peut avoir un bon aperçu de tout ça. C'est ça, alors c'est vrai que c'est un faction focus qui est un petit peu différent des autres, parce qu'en fait déjà de base c'est une armée qu'on voit pas trop, donc ça c'était peut-être pas aussi pertinent de rentrer dans une description exhaustive des différents War Scrolls, etc. L'idée c'était vraiment de présenter ce qu'on pouvait faire et ce contre quoi on pouvait tomber. Donc voilà, bah écoute, en tout cas je te remercie. C'était un plaisir pour moi. Et puis donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, questions, remarques agréables. Pouce bleu. C'est ça. Abonnement. Je le dis pas, donc c'est gentil. Et puis voilà, donc je vous remercie et je vous dis salut.